Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais d'abord en quelques minutes un peu introduire les enjeux de la table ronde de ce soir et puis je vais vous présenter les intervenants, intervenantes voilà, de la soirée. Donc Médias et sans-papiers, comment sortir de la criminalisation et de la victimisation. Moi, ce titre, il m'a d'abord replongé dans un contexte qui dépasse largement la question du discours ou la question des médias, qui est le contexte plus large des représentations et des pratiques aujourd'hui à l'égard des personnes en mobilité, en exil, avec cette idée qu'un regard positif, même un regard de l'exilé héros tel qu'il pouvait encore être porté dans les années 70, par exemple, sur les personnes en mobilité avec ou sans papier par ailleurs, aujourd'hui un regard qui se cherche, que la personne finalement ait quitté son pays pour des questions davantage politiques, économiques, davantage économiques que politiques, ou encore des questions écologiques, environnementales, peu importe finalement, et le tout étant de plus en plus interrelié. Et c'est un changement de regard qui est palpable aussi dans toute une série de pratiques, dans un basculement plus global, notamment de nos politiques publiques à l'égard des personnes en mobilité, des personnes en exil, et qu'on retrouve aussi dans les discours, que ce soit les discours de sécurisation ou les discours, par exemple, de faillite de l'intégration, et j'en passe. Et évidemment, ces transformations de représentation, de pratiques, se donnent aussi à lire, à sentir dans les médias qui sont en partie un des acteurs relais aussi évidemment des représentations et des discours qui traversent notre société. Et donc l'idée, c'est de poser la question des médias comme évidemment, pas l'acteur, mais un des acteurs de la construction aussi du discours public, notamment à l'égard des personnes sans papier, plus largement des personnes en mobilité, en exil. Et un des acteurs, à la fois par les contenus, les analyses qui sont proposées dans les médias, mais aussi par le fait que toute une série de médias sont aussi relais de la parole politique. Alors à partir de là, il y a deux grands éléments que j'avais envie de mettre en avant pour démarrer, c'est quand on analyse les contenus médiatiques, et là je m'appuie sur une étude qui sera détaillée plus avant tout à l'heure, à laquelle j'ai participé, qui était un projet collectif qui analysait finalement les représentations dans les médias des migrants et des réfugiés. Mais on cherche à savoir d'abord qui parle. Et ça, c'est intéressant. Qui a la parole dans les médias sur les questions de migration, d'exil, et plus précisément les questions sans papier, bien qu'on a moins d'études qui portent de manière plus spécifique sur la question sans papier. Eh bien, on voit que dans la majorité des articles, ce sont les politiciens qui ont la parole. Et puis, en deuxième lieu, c'est le monde plus associatif. Et enfin, en tout petit bout de la chaîne, les personnes elles-mêmes qui ont la possibilité de s'exprimer dans les médias. Et par ailleurs, on constate aussi que quand on parle des personnes en mobilité, en exil, très souvent, on est dans une approche globale, une approche qui massifie, et très peu dans une approche qui individualise. Et donc, c'est qui parle, et qui parle pour dire quoi ? Et de nouveau, quand on synthétise un peu les études récentes qui ont été faites sur les contenus de médias, on constate que très souvent, les personnes sont davantage représentées dans une position passive, donc davantage agies que agents, sans véritable voix. Ça, c'est un élément qui me semble important, sur lequel on va revenir. Et le deuxième, c'est, étant donné que la parole politique a une place importante dans les médias, eh bien, en relayant aussi le point de vue des autorités, on constate que toute une série des contenus sont articulés dans une vision qui est plutôt une vision du problème. On pose un problème et éventuellement on cherche des solutions, mais c'est une manière très particulière de poser les questions. Et donc des personnes davantage agies que agents. À partir de là, on peut se dire, mais finalement, ok, mais c'est jamais que des mots, c'est jamais que du discours. Pourquoi est-ce que les questions de langage seraient si importantes ? On peut se poser la question, c'est quoi l'enjeu des représentations ? C'est quoi l'enjeu des stéréotypes ? C'est quoi les incidences ? Alors évidemment, c'est pas uniquement une question de langage. Ce serait éminemment réducteur de présenter les choses comme telles. Mais indéniablement, les mots que l'on emploie, les discours que l'on relaie, sur les scènes politiques d'abord,
médiatique ensuite, et puis il y a d'autres scènes. Ma propre scène, la scène plus académique, n'est pas exempte de toutes les critiques qui pourront être posées, je pense, ce soir. Voilà, je fais une toute petite parenthèse parce que c'est pas l'enjeu du débat, mais on fait aussi partie de la question, je pense. Et donc, les mots qui sont relayés sur les scènes, ces différentes scènes, ont une incidence sur les imaginaires. Et les imaginaires ont une incidence sur les pratiques. Et donc, c'est pas anodin, en fait, de s'interroger sur les discours. Parce que finalement, les stéréotypes, c'est quoi un stéréotype ? C'est des méconnaissances, c'est des projections, c'est des fantasmes, mais qui sont aussi alimentés tout autant par les mots que par les silences. De quoi on parle, de quoi on ne parle pas, de quoi on parle beaucoup. Parce qu'on pourrait dire, mais finalement, les migrations, les migrants, on en parle beaucoup. Mais on en parle pour dire quoi ? Qu'est-ce qui passe majoritairement dans le discours ? Avec cette idée que les mots et les stéréotypes, de manière plus singulière, ils ont une force, en fait, agissante sur les pratiques. Et ça, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Et je pense que c'est un des enjeux du débat de ce soir. Donc, c'est penser les discours comme... Alors ça, c'est un grand mot, je vais en utiliser qu'un seul. Comme performatifs, qui ont une capacité d'agir. Les mots eux-mêmes sont agissants, en fait. Ils fabriquent des choses. Les mots participent à fabriquer le monde dans lequel on vit. Et à l'égard des migrants, des personnes demandeuses d'asile, réfugiés, sans papier, on verra l'importance des mots, parce que tout ça, ça ne renvoie pas forcément à la même chose. Eh bien, on a des mots qui majoritairement fabriquent quelque chose d'une masse plutôt indifférenciée, potentiellement dangereuse ou en danger, et qui laissent peu de place à des jeux, en fait. Des jeux qui ont une parole politique, qui ont des compétences et qui ont donc d'autres regards à amener. Alors ça pose la question de finalement comment on parle à la fois de manière globale des migrants, des migrations, et de manière plus spécifique ce soir, comment on parle de la question sans papier. Alors moi je lance 4 thèmes pour ouvrir, et puis les intervenants et intervenantes rebondiront là-dessus. Utiliser les mots justes, on va y revenir. Un réfugié, un demandeur d'asile, par exemple, aussi simplement que ça, c'est pas la même chose. Utiliser des mots qui n'enferment pas, mais non plus qui ne victimisent pas. Et ça, c'est parfois difficile. Parfois, on croit bien faire, et en fait, on est en train de victimiser les personnes, c'est-à-dire considérer l'autre comme un sujet. Contextualiser les propos. Remettre les choses dans des contextes socio-économiques, historiques. Et puis donner la parole, évidemment, aux personnes elles-mêmes. C'est quand même, ça semble un peu le b.a.-ba, et finalement, c'est quelque chose à côté duquel on passe très souvent. Alors, pour débattre de toutes ces questions et de bien d'autres questions encore ce soir, on a toute une série d'intervenants et d'intervenantes de choix. On entendra tout d'abord Sarah Baja, qui est chargée de projet chez Zine TV et coordinatrice d'outils pédagogiques, et Rabia, qui est militant sans papier, membre de la coordination sans papier Belgique, qui vont vous présenter justement un outil pour réfléchir les représentations médiatiques des personnes en situation irrégulière. Et puis, on entendra dans un deuxième temps Martine Van de Meulenbroek, qui était journaliste au Soir, spécialisée des questions d'asile et d'immigration, actuellement journaliste indépendante pour Alter Echo et membre du conseil de déontologie des médias. Dans un troisième temps, on entendra Barry, qui parlera au nom de Sans Papier TV, qui est un média indépendant qui est réalisé par et pour des personnes en séjour irrégulier. Et enfin, on entendra Valériane Mistian, qui est chercheuse au FNRS, qui est affiliée à 2 centres de recherche, un à l'ULB, qui est le RECIC, et un à la VUB, qui est le... Est-ce qu'on dit désiré, je ne sais pas. Voilà. Et qui travaille, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, qui travaille sur la dénomination des personnes en déplacement dans les médias belges, francophones et néerlandophones, à la fois dans la presse écrite et à la télévision. Voilà. Une belle soirée en perspective, et je vous passe la parole. Je ne sais pas qui commence de vous deux. Bonsoir. Merci Oxara de nous avoir invités ce soir. Donc oui, je m'appelle Sarah, je travaille pour un collectif qui s'appelle Zine TV, et avec Rabia, on a été invités à vous
présenter en fait un projet qu'on vient de réaliser, qui est un projet de livret pédagogique. Il y a une pile là, vous pourrez vous servir à la fin de la soirée. Donc c'est un livret pédagogique qui fait partie d'une collection que Zine TV a lancée il y a plusieurs années, qu'on a intitulée La propagande ralentie. Donc Zine TV, c'est un organisme d'éducation permanente, mais c'est aussi et surtout un média. Et donc en tant que média, il est essentiel pour nous de nous interroger sur les représentations, sur comment elles sont construites, comment elles sont ancrées, comment est construit notre imaginaire collectif et comment est-ce qu'on peut par moments le déconstruire et le décoloniser. Et donc ce livret s'inscrit dans cette démarche-là. Il a été réalisé en partenariat avec plein d'acteurs différents. L'association Pigment et l'association Simon Living's Above et environ une vingtaine de personnes dont le point commun est de ne pas posséder de titre de séjour valable là actuellement. Donc pendant plusieurs mois, on a organisé ensemble des ateliers d'analyse des médias. Donc on a en tout et pour tout analysé 4 extraits de JT belges, francophones mais aussi néerlandophones. Donc il y a une version néerlandophone qui va bientôt aussi sortir. Et en fait ce livret est la compilation de toutes nos discussions, de toutes nos réflexions autour de ce sujet-là. Nous, on avait envie de directement rentrer dans le vif du sujet en vous proposant en fait directement d'analyser 2 des extraits de JT qu'on a analysé dans le cadre de ce livret et qu'on va analyser très très brièvement avec Rabia, parce que l'idée c'est pas de refaire un cours d'éducation aux médias, le livret est là. Mais voilà, c'est vrai que ça rebondit sur l'introduction de Jacinthe et à mon avis sur aussi d'autres éléments qui vont sortir aujourd'hui. Donc je propose peut-être de directement y aller et lancer l'extrait numéro 1. Et puis après on pourra rebondir là-dessus, quoi. Un habitant sur 10 à Bruxelles n'a pas d'existence officielle. Un habitant sur 10 ne figure sur aucun registre. Vous avez bien entendu, la population non officielle de la région bruxelloise représenterait, selon les dernières estimations, 100 000 personnes. Voilà qui donne notamment une idée de l'ampleur du travail au noir dans la capitale. Explications et témoignages avec Alison Delpierre. Bruxelles, c'est une ville d'1 million d'habitants, répartie en 19 communes, mais il y en a peut-être une 20e. Elle est cachée, souterraine, non officielle et représenterait 100 000 personnes. C'est le nombre estimé de sans-papiers. Et parmi eux, Inès, cette jeune femme de 35 ans, souhaite garder l'anonymat. Arrivée il y a 4 ans, elle travaille au noir et a enchaîné les petits boulots, notamment comme femme de ménage. Vous n'avez pas été payée? J'ai pas été payée malheureusement. Et mon patron, quand j'ai dû quand même, j'ai osé de réclamer mon salaire. Et à ce moment-là, il m'a menacé de me renvoyer au pays. Et il a même voulu me frapper quand je l'ai rencontré. Comme elle, Mounir connaît ses difficultés et cette exploitation. Je travaille pour un sous-traitant de nettoyage. Donc, je travaille 4 ans sans congé. Il y a des fois, je tombe malade, mais malgré ça, je pars pour travailler. Les clandestins n'ont pas de papier, mais pourtant, les patrons n'hésitent pas à les embaucher. Non seulement il ne paye pas de cotisation, c'est du travail au noir, mais en plus, il sous-paye. Et en plus, il fait pression vis-à-vis des autres travailleurs, s'il a des travailleurs légaux, en disant « Oui, mais puisque j'en ai qui acceptent ces conditions-là, vous n'allez pas être trop exigeant. » L'Europe est vue comme une forteresse. C'est un voyage périlleux et souvent très coûteux pour les clandestins. Une fois que les personnes sont ici, elles vont tout faire pour ne pas repartir, surtout si les conditions de travail ici, même dans la clandestinité, sont encore un peu meilleures que ce qu'elles peuvent trouver chez elles. Qu'on le veuille ou non, l'Europe est souvent vue comme un Eldorado. Et même si c'est loin d'être le cas pour les clandestins, la vie ici est souvent difficile, mais le constat est là. Ce phénomène est d'une ampleur insoupçonnée.
Donc très brièvement, ça par exemple c'est un extrait, on a mis 2 heures je pense pour l'analyser, puisque l'idée c'est vraiment de s'arrêter et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est dit, mais surtout qu'est-ce qui est raconté, parce que ce qui est dit, on peut facilement le résumer, c'est comment le commentaire des journalistes associé au choix des images va créer un discours dont on n'est peut-être pas conscient directement. Donc voilà, nous c'est comme ça qu'on a analysé l'ensemble de ces extraits, donc à chaque fois en se posant 3 questions pour chaque partie de l'extrait du JT. Donc qu'est-ce qu'on nous dit, comment est-ce que c'est figuré et qu'est-ce que tout cela nous raconte, quoi. Donc là, on va aller très rapidement plutôt à répondre à la question de qu'est-ce que ça nous raconte. Alors, il y a différentes choses, je pense, qu'on peut soulever. D'abord, Jacinthe le soulignait au début de son intervention, il y a les mots qu'on choisit. Dès le départ, le ton est donné d'une certaine manière en utilisant le mot clandestin, qui est un mot qui a une signification, qui évoque quand même une idée de secret et d'illégalité. Donc voilà, c'est déjà quelque chose sur lequel on pourrait s'arrêter, le choix des mots. On peut aussi soulever le commentaire de la journaliste, de la présentatrice au début, qui nous explique qu'en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes en séjour irrégulier à Bruxelles, cachées, souterrains, donc ça aussi, je passe dessus, mais c'est quand même très lourd de sens, donne une idée de l'ampleur du travail au noir dans la capitale. Donc là, très clairement, il y a un lien assez clair qui se fait entre le phénomène du travail au noir et les personnes en séjour irrégulier. Nous, ce qui nous a aussi beaucoup marqué lors de l'analyse de cet extrait, c'est la manière... Donc là, on décide de donner la parole à 2 personnes en séjour irrégulier qui ont subi l'exploitation d'un patron. Donc on leur donne la parole, mais il est assez intéressant de voir comment ils sont mis en scène. Finalement, le dispositif dans lequel ces 2 personnes sont interviewées, Inès et Mounir, est un dispositif qui est un dispositif qu'on utilise beaucoup pour parler de criminels ou pour donner la parole à des criminels. Donc, le fait qu'ils soient de dos, le fait qu'il n'y ait pas d'encart pour les présenter, ces personnes, alors que en fait, les autres personnes qui interviennent sont présentées, et le fait que la voix d'Inès soit modifiée. Donc voilà, c'est un choix. On pourrait se demander s'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le contraste du fait que la journaliste, à un moment, apparaît, elle, à l'écran. Et donc, il y a ce contraste qui est créé dans la manière dont on a mis en scène ces 2 interviews. Et donc, ça va confirmer cette dimension clandestine, secrète, souterraine des personnes en situation irrégulière. D'ailleurs, petite parenthèse, cet extrait de JT, lorsqu'on l'a analysé pour la première fois, on l'a d'abord analysé sans le son. Parce que, et vraiment, les premières impressions qui ont émergé, alors là, vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte parce on l'a directement entendu avec le son, c'est que c'était quelque chose, il y avait soit quelque chose de criminel, peut-être une histoire de pickpocket à la rue Neuve parce qu'on monte la rue Neuve. C'était pas tout à fait clair de quoi il s'agissait au début. Parce que le dispositif qui était mis en place était assez criminalisant, quoi. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on donne la parole à 2 représentants d'associations qui, a priori, défendent en tout cas les personnes en situation irrégulière. Maintenant, le choix de ce qu'on a gardé de l'interview est assez intéressant parce que elle reste finalement dans le constat. Les 2 associations, le MOC comme le CIRE, ont des points de vue sur la question. On pourrait rentrer dans une forme d'interprétation de la situation. Et donc, c'est intéressant de voir que lorsqu'on donne la parole à des associations de défense des personnes en situation irrégulière, finalement, elles restent dans le constat et dans quelque chose de relativement superficiel, quoi. Et donc, finalement, la conclusion de ce sujet, c'est que pas vraiment de solution à ce problème, puisque malgré le fait que les personnes en situation en séjour irrégulier vont quand même retrouver des situations de vie pas faciles, comme l'Europe est un Eldorado, elles vont quand même tout faire pour venir jusqu'ici. Et donc, en fait, il n'y a pas de solution à ce qui a été identifié comme un problème. Et on pourra souligner d'ailleurs l'image de fin, qui est en fait Bruxelles baignée dans une lumière
presque sacré. Et donc, il y a vraiment aussi cette idée d'Europe qu'il faut protéger à tout prix. Et donc, voilà. Intéressant de voir que même lorsqu'on essaye de dénoncer une situation problématique, on reste quand même dans une certaine forme de criminalisation. Alors nous, évidemment, on ne connaît pas l'intention de la journaliste, mais il est très fort probable que son intention n'était pas de criminaliser les personnes en situation irrégulière. Ça, on rentre dans l'interprétation. Mais c'est intéressant de voir que voilà, y a des choses qui sont tellement ancrées, on a des représentations tellement ancrées que c'est difficile de sortir de ces schémas-là, quoi. Voilà pour le premier extrait. Oui, merci. Et moi, je peux compléter sur mon point de vue parce que j'ai participé aussi à ce travail. En fait, quand on a vu ça pour la première fois, moi, j'étais pas choqué parce que je suis habitué de voir comment les médias ils traitent le sujet des sans-papiers, même si je suis contre le mot sans-papiers, parce que je trouve que chaque personne, il a le droit de quitter son pays et de s'installer là où il se sent en sécurité. Mais en arrivant ici, et avec mon vécu et tout ça, avec mes camarades qui sont là dans la salle, on a vu aussi les médias, ils ignorent même les activités qu'on fait. Parce que normalement, les groupes qui militent à Bruxelles, précisément en Belgique en général, ils ne sont pas invisibles. Ils sont là, mais quand même, on est ignoré par les médias. Ils parlent presque jamais de ce qu'on fait comme activité artistique, par exemple, ou comment on fait des manifestations, ou quand on fait des rassemblements ou quoi. Mais seulement, ils parlent d'une façon, comme on a vu dans le petit reportage ici dans les médias, où brièvement, juste pour quelques secondes, comme si l'info, c'est pas intéressant et ça passe inaperçu dans les JT. Ici, ce que moi j'ai remarqué quand j'étais dans les ateliers, que déjà la voix de la dame, la voix off qu'on voit, que c'est comme s'il parle de quelqu'un qui est criminel, quelqu'un qui a commis un crime. C'est une 20e ou 19e ou 20e commune. On est très très nombreux ici et on est des clandestins. Clandestins déjà. Quand tu dis ça, peut-être ça invoque la peur pour les gens qui entendent ça. Ouais, merde, il y a des gens clandestins qui vivent ici et qui travaillent en plus. Et voilà, il y avait une certaine ère de parler de ces gens comme des criminels. Chose que j'ai noté quelque part qu'au début, ils veulent infliger la peur pour les citoyens et grandir un peu ce qui se passe. Même si ces gens-là, ils sont exploités, ils sont ici, ils font un travail et ils cotisent à l'économie de la Belgique, mais ça, on n'en parle pas. On parle juste que comment faire pour s'en sortir, comment faire pour arrêter ces gens, comment faire pour qu'ils ne viennent pas. Ça, on se focalise vraiment là-dessus. Comment faire une politique migratoire quand on peut ne plus voir ces gens arriver ici en Europe et les arrêter même chez eux. Du coup, ce qu'on a remarqué dans le travail, quand on a cherché un petit peu sur les infos, les médias et tout ça, que le traitement du sujet, il est vraiment faible, ou il est inversé. Ou même quand on va prendre la parole de quelqu'un, on ne vient pas chez quelqu'un qui milite depuis longtemps ou qui est là, qui connaît vraiment la question, et il peut répondre à des questions. Non, on choisit vraiment quelqu'un à l'improviste et on parle de ce qui se passe 30 secondes. On avait fait une manifestation, je pense, en 2017, qui a ramené 5000 personnes. En fait, cette manifestation, au début, il y avait beaucoup de gens qui les ont critiqués et tout ça. Il y avait des associations avec nous, des alliés et tout, qui ont même refusé au début, mais après, ils ont rejoint la manifestation. Mais ce que j'ai remarqué, que sur les médias, on a parlé de ça 1 minute, même 1 minute 20 secondes, mais ça a été plus avec les assos et un seul militant peut-être qui a passé inaperçu avec 2 petites questions et ça a été tout. Mais pourquoi on a maintenant avec nous Sans Papier TV, en espérant que ça va grandir, parce que c'est eux qui portent la parole de ce qu'on fait. Et si on est ici pour présenter ce travail, c'est de dire aux médias, un coup de gueule peut-être de dire essayez de voir
un autre angle de choisir comment vous voulez traiter ce sujet-là sur les sans-papiers, entre parenthèses, ou ne pas dire, par exemple, les mots que nous, on déteste, par exemple, illégaux. Pour normalement, personne n'est illégal. Si moi, je suis juste migrant et clandestin, je ne pense pas que je vis ici clandestinement. Il y a je ne sais pas combien de gens ici qui sont dans la salle et combien d'années on milite ensemble. Et il y a des gens qui habitent dans des squats, des réfugiés, des migrants, des gens qui n'ont pas de papier actuellement. Mais on n'est pas invisible pour les médias. En fait, on est là pour présenter... Merci, d'accord, je vais arrêter. Et, c'est juste pour dire aux médias qu'on est là, il faut s'adresser aux gens concernés. Voilà. Désolée, on est un peu pris. Enfin, voilà, pour que... merci Rabia. Donc, en effet, juste pour clôturer là-dessus, c'est vrai on était presque 20 le jour de cette analyse et je pense que tout le monde dans la salle aurait été prêt à pouvoir témoigner en fait à visage découvert en assumant son nom et son prénom. Et donc, ça, c'était aussi quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. Je vous propose de regarder du coup l'extrait numéro 2. Comment gérer le problème des migrants en transit? En début de semaine, on apprenait que des illégaux avaient un passé criminel, avaient été relâchés des centres fermés pour laisser de la place aux migrants fortement critiqués, même au sein de sa majorité. Théo Franken répond aujourd'hui aux critiques. Iman Messoudi. Durant tout l'été, les migrants en transit qui souhaitent rejoindre la Grande-Bretagne ont fait la une de l'actualité. Il y a eu des blessés, des morts, des parkings routiers fermés en Flandre. En cette rentrée, priorité est donc donnée à ce type de migrants. Théo Franken et Yann Yambon ont mis sur pied un plan, arrêter tous les migrants en transit. Il a donc fallu faire de la place dans les centres fermés. Conséquence directe et gênante, la libération de 32 illégaux avec un passé judiciaire. L'opposition attaque. Ici, on fait la chasse aux transmigrants, on en est dans d'autres dossiers à enfermer des enfants, mais les criminels condamnés qui ont des casiers, on les libère et on ne s'inquiète pas, eux, de les renvoyer. Donc je pense que c'est une faute. La politique d'asile ici est purement cosmétique. Elle vise à marquer les esprits, mais dans les faits, elle n'expulse pas les bonnes personnes. Ce mercredi, Théo Franken a minimisé la gravité de ces libérations. Dus er zijn er in totaal, ik denk 12 of 13 met meer dan 3 jaar gecumuleerde celstraffen uitgesproken de afgelopen jaren. Dus er zitten een aantal zwaardere gevallen tussen. De rest het is over het algemeen diefstal en drugsdelicten. Maar er zitten geen moordenaars of zo tussen, als u dat wilt insinueren. Néanmoins, l'homme a été fortement critiqué par les autres partis de la majorité. Charles Michel, lui, appelle son secrétaire d'État à proposer des mesures concrètes et effectives. Théo Franken ne ressent pas de pression. Ik heb met de premier een onderhoud gehad, ook met Yann Yambon erbij. Wanneer was het? Dinsdag, denk ik, of maandag. En dat is maandag, denk ik. Ja, dat is zeer goed verlopen. Dus ik voel me helemaal niet op het matje geroepen. La NVA a eu un boulevard pendant tant et tant de mois dans ce gouvernement que ceux qui l'ont amené au pouvoir doivent en assumer toutes les conséquences, en ce compris quand M. Franken n'est pas capable de faire respecter des décisions de justice. Ce vendredi, Théo Franken doit présenter de nouvelles mesures. Il sera attendu de pied ferme. Donc voilà. Alors pour info, le premier extrait qu'on a vu datait de 2014, celui-ci date de 2016. Du coup, je pense qu'il y a toute série de choses assez claires qui vous sont apparues. On parlait des mots. Rabia l'a répété, personne n'est illégal. Je pense qu'on peut encore continuer à le répéter. Là, ce terme a été utilisé quand même plusieurs fois. Donc, voilà, c'est un terme qui est tout à fait déshumanisant et criminalisant, qui finalement légitime toutes les politiques répressives qui sont mises en place, puisque si des personnes sont illégales, elles méritent soit d'être arrêtées, soit de finir en prison. Voilà, c'est un terme assez fort qui continue à être utilisé malgré tout. Je ne comprends pas, dans les médias. Il y a un de nos camarades qui avait dit on devrait plutôt utiliser le terme illégalisé finalement, puisque c'est le gouvernement, c'est les politiques migratoires qui illégalisent ces personnes. Associé au terme criminel qui est arrivé plusieurs fois, voilà, on est dans la criminalisation la plus totale.
Alors là, il y a toute une série de choses à relever, mais pour aller assez rapidement, il y a aussi cette mise en avant du terme transmigrant. Donc voilà, c'est assez intéressant de remarquer toutes les sous-catégories de mots qui finalement vont diviser. Donc on crée un eux et un nous, et au sein du nous, on va encore créer d'autres catégories. Qui dit catégorisation dit aussi au bout d'un moment hiérarchisation. Et là, c'est ce qui se passe, puisqu'apparemment, il y a des personnes qui méritent d'être expulsées, d'autres pas. Et donc, évidemment, associé aux images de traque de la police, ça accentue aussi la criminalisation. On nous parle de problèmes, on nous explique, mais le problème n'est pas clair, finalement. Est-ce que c'est les parkings qui sont fermés ou bien est-ce que c'est les personnes qui meurent sur les parkings? Finalement, la réponse nous est donnée lorsqu'on voit un migrant se faire arrêter sur le parking, quoi. Donc, tous ces choix éditoriaux racontent quand même quelque chose. Et il y a aussi, on peut voir un contraste avec la manière dont Theo Franken est présenté. Donc là, il est un peu, finalement, seul contre tous. Il apparaîtrait pour quelqu'un qui est peut-être un peu trop laxiste. Et nous, ce reportage, il nous a aussi beaucoup marqué parce que finalement, là, ça montre un peu la victoire de l'extrême droite, puisque tous les partis politiques confondus, de la gauche à la droite, se mettent d'accord, ne remettent pas en cause le fait qu'on enferme des personnes. Voilà, un centre fermé, Rabia l'a déjà dit plusieurs fois, en fait, on devrait peut-être l'appeler prison plutôt que centre fermé. Et donc là, on ne remet pas en question le fait il n'y a aucune remise en question dans ce reportage, qui utilise d'ailleurs énormément d'extraits de communication officielle du gouvernement. On voit que c'est principalement des conférences de presse, et donc on voit qu'il y a véritablement des éléments de langage, un discours qui est relayé à travers les médias. Et il y a toute une série de questions qui pourraient être soulevées. Par exemple, pourquoi est-ce que des personnes en séjour irrégulier finissent avec un casier judiciaire ? On peut se poser la question de comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a aucun accès, lorsqu'on ne peut pas travailler de manière légale pour faire les choses correctement et ne pas finir avec un casier judiciaire. Et ça, c'est des questions qui nous semblent assez essentielles et qui ne sont jamais soulevées. Sur les 3 minutes, c'est des questions, des choix éditoriaux qu'on pourrait questionner. Je suis allée hyper vite dans l'analyse. De nouveau, c'est un extrait qu'on a analysé en 2 heures. Maintenant, ça montre, ça soulève quand même toute une série de questions dont on pourra peut-être débattre après, quoi. Peut-être Rabia. Je peux compléter. Juste sur les sujets comme ça, parfois on se concentre sur la crise économique, la pauvreté, le terrorisme, et ils vont certainement lier ça aux gens sans papier. On a plein de préjugés qui collent sur nous, et malheureusement, ça c'est une réalité qu'on doit vivre avec tous les jours, chose qui est pas vraie, pas du tout, parce que chacun entre nous, soit que dans la coordination, soit dans les collectifs qui militent pour avoir des papiers, on a plein de capacités, plein de diplômes, plein de choses qu'on fait, et du coup on veut vraiment déconstruire les préjugés que les médias utilisent des fois. Du coup, les aliments que les médias ils utilisent, ça peut que augmenter le rejet envers les migrants. Et ce que je voulais aussi dire avant de donner la parole aux autres, c'est qu'on veut cesser d'utiliser les préjugés sur les médias, et il faut que les médias soient neutres et professionnels, sans qu'ils soient guidés, parce que quand ils vont parler des groupes des sans-papiers, il faut donner la parole à des gens qui vivent cette réalité des sans-papiers. En fait, en cherchant sur Internet, j'ai tombé sur une citation de Malcolm X qui dit « Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. » Parce que normalement, des fois, on passe par des criminels et on n'est pas des criminels. On est juste des gens qui ont quitté leur pays pour changer leur vie. Et chacun entre nous, il n'a pas choisi de quitter son pays par gaieté de cœur. En plus, moi, maintenant, je milite pour dire que même si j'ai envie de quitter mon pays juste pour m'amuser, je peux le faire, j'ai le droit. Parce que normalement, dans les droits humains, chaque individu, il peut quitter son pays et s'installer là où il se sent en sécurité et avoir le droit d'y retourner dans son pays natal. Ça, chaque personne ici, militant sans papier, entre parenthèses, il connaît cet article par cœur.
Normalement, dans les médias, ils essayent de bousiller cette image des migrants, essayent de criminaliser. Nous, on est là pour présenter ce travail et dire aux médias, il faut cesser de faire ça, et il faut donner la parole aux gens concernés, et on est les mieux de porter la parole de ces gens qui vivent dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup. On a beaucoup de personnes qui doivent prendre la parole et donc on vous presse un petit peu. C'était vraiment très intéressant. Et puis, il y a le livret qui est là et je pense qu'il y aura aussi d'autres occasions sûrement de débattre autour du livret, je l'imagine en tout cas. Je vais maintenant donc donner la parole à Martine Van de Meulbroek qui... voilà. J'ai un peu l'impression d'être moi la criminelle ici, hein, parce qu'en tant que journaliste, parce que vraiment, quand je viens d'entendre ça, oh là là, vraiment, la première séquence qu'on a vue de GTT de l'RTBF, moi je la regardais, je disais que c'était pas mal, que le mot clandestin, on parlait de l'attention au mot, pour moi le mot clandestin n'est pas stigmatisant. Si on dit personne en séjour irrégulier, c'est quoi? C'est bien. Moi je trouve que ça peut être aussi stigmatisant. Personne en séjour illégal, on n'en parle pas. On dit quoi? Alors, mais soit. Mais ce qui m'a un peu choqué aussi, c'est le fait de considérer le fait que les personnes, quand c'était des personnes sans papier qui s'exprimaient, le fait qu'elles ne veuillent pas parler devant la caméra, que c'était considéré comme une manière de le criminaliser. En réalité, il faut quand même un peu savoir comment les journalistes travaillent. Et ce sont les gens qui ne veulent pas apparaître devant la caméra, qui ne veulent pas que leur voix soit reconnue. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et de plus en plus qui se généralise. Les gens n'osent plus être devant les caméras et on peut les comprendre. Et donc ce n'est pas pour les criminaliser, c'est parce qu'eux l'ont demandé et c'est souvent comme ça. Soit continuons. Criminalisation, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que c'est vraiment un mot excessif. On dit de faire attention aux mots. Moi, il me choque personnellement. La criminalisation, quand on parle de mettre au banc ou de stigmatiser toute une catégorie sociale ou des populations, c'est une faute déontologique. Je suis dans le conseil de déontologie depuis sa création, depuis 9 ans à peu près. Nous avons beaucoup de plaintes contre les médias, mais je peux vous assurer que nous n'avons, jusqu'à présent, pas eu une seule plainte contre racisme, contre discrimination et stigmatisation. Du côté flamand, ce n'est pas le cas. Mais nous n'avons jamais eu, en tout cas, de plainte fondée. La dernière que nous avons eue, c'était, pour l'anecdote, c'était pour du racisme anti-blanc. Passons, voilà. Alors, faire attention aux mots, je suis d'accord pour certaines choses. Le mot illégaux, par exemple. Alors, j'ai fait une petite recherche Google avant de venir ici et j'ai mis illégal, illégaux, uniquement en regardant les médias. J'ai fait 4 écrans avant de trouver le mot illégal utilisé dans un article de la Livre Belgique pour parler, à la suite, une fois de plus, d'un tweet de Franken. Et là, on peut en reparler, hein, du rôle des politiques et la manière dont les politiques gèrent l'agenda des journalistes. Ça, c'est un vrai problème. Et où Franken utilisait de nouveau, une fois de plus, son mot illégaux, et où la journaliste de la Livre le reprenait finalement à la fin à son compte aussi en disant et les illégaux, voilà. C'est la seule fois. Victimisation. À partir de quand est-ce qu'on est victimisé? C'est vrai que le récit des médias, ils partent d'un problème, ils partent d'un dysfonctionnement de la société. Alors, à partir de quand est-on victimisé? Si j'en fais un reportage sur des familles monoparentales où on interroge une femme qui a des difficultés à payer son loyer ou à assurer les loisirs de son enfant, est-ce qu'on victimise les familles monoparentales? Si on fait la même chose avec un chômeur, est-ce qu'on victimise les chômeurs? Est-ce que si on parle des problèmes de mobilité des handicapés, on va dire oui, on les victimise. En fait, c'est très difficile à dire. Ça peut être effectivement une manière d'approcher le problème qui est victimisante si on en parle d'une manière généralisante et qu'on ne donne pas la parole et qu'on ne voit que ça. Mais je pense que le but n'est pas de victimiser et que c'est un mot qui peut-être est un peu trop facilement utilisé. En tout cas, dans le reportage qu'on a vu de l'RTBF, j'ai pas eu l'impression d'une victimisation. Le problème, peut-être, on n'en parle pas ou pas assez. C'est les deux à la fois. Il faut bien savoir qu'il y a eu une étude qui a été faite par l'AJP, l'Association des journalistes professionnels, sur qui sont les journalistes. Les médias, c'est essentiellement, effectivement, sont peu présents les femmes, les personnes d'origine étrangère,
d'une manière générale, sauf celles qui sont issues de l'immigration italienne, espagnole, qui, elles, ont fait leur place dans les rédactions, mais les autres pas. Et encore moins, je dirais, celles qui sont originaires de classes sociales défavorisées. Les enfants d'ouvriers, ils sont peu présents dans les rédactions. Le journaliste moyen est, toujours d'après cette enquête de l'ULB, un homme, blanc, universitaire, et qui a 40 ans et qui vient donc de la bourgeoisie. Ça c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils sont peu présents? Moi, j'ai eu l'impression, comme journaliste, que je pouvais beaucoup plus facilement parler de tout ce qui étaient les problèmes liés à l'immigration dans le sens large, à l'asile, à l'exil, aux sans-papiers, que sur d'autres sujets. Et qu'il y avait des sujets qui étaient bien plus tabous que l'immigration. La pauvreté, par exemple, le chômage, tous les problèmes sociaux. Le nombre de fois qu'on me faisait comprendre que j'emmerdais mon monde en revenant sans cesse avec ces questions-là, qui, effectivement, sont considérées comme étant récurrentes et où il n'y a jamais de solution. Et puis voilà, peut-être que d'une certaine manière, finalement, les pauvres, les chômeurs, ils sont un peu responsables de leur situation. J'ai eu moins de difficultés, je veux dire, à parler de l'immigration, même si c'était difficile. Et c'était difficile, pourquoi? Surtout à cause des réactions du public. Parce que la dernière recherche que j'avais faite aussi, j'ai googlisé, je regardais un article qui avait été publié par Sudinfo, qui est le site internet de Sud-Presse. Sud-Presse n'est pas un modèle de progressisme, ça c'est clair, quoi. Et il rendait compte d'une association qui militait pour que, vous savez que la région bruxelloise veut rendre les transports gratuits pour les jeunes, en disant, eh bien, les jeunes sans-papiers devraient pouvoir en bénéficier aussi. Et donc, ils font simplement un compte-rendu de cette petite manifestation organisée par cette association en disant les jeunes sans-papiers devraient avoir aussi les transports en commun gratuits. Ouf, il faudrait lire les commentaires qu'il y a en dessous des lecteurs qui sont d'une agressivité, d'un racisme incroyable. Quand il y a eu la crise en 2015, la crise migratoire en 2015, j'avais déjà quitté le soir et je me rappelle avoir discuté beaucoup avec le CIRE. À l'époque, pendant 2-3 mois, il y avait tous les jours, dans tous les médias, des articles liés à ce qu'on appelle la crise migratoire. Et il y avait un décalage de plus en plus grand entre l'attention que portaient les médias à cette problématique, donc les traversées de la Méditerranée, les morts, la question de l'accueil ou du non-accueil plutôt dans les pays d'Europe, et les lecteurs. Les lecteurs qui injuriaient, je n'ai pas d'autre mot, les journalistes. Il y a des journalistes de la DH et de Sud-Presse, qui sont évidemment des journaux plus populaires, qui ont été menacés. Il faut quand même savoir. Il y a un décalage. Il y a un vrai décalage dans ce qui se passe dans les rédactions et de ce qui se passe par rapport au public. Il faut le savoir. Alors, faut-il changer comment est-ce qu'on peut changer les choses? D'abord, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas surestimer le rôle des médias. D'abord parce que le nombre de personnes qui lit encore régulièrement, j'ai envie de dire, les médias généralistes. Les grands journaux, la RTBF, RTL, TVI, est de plus en plus réduit, surtout chez les jeunes. Ce qui fait l'information aujourd'hui, c'est Facebook, soyons clairs, ou en tout cas le partage de certains articles sur Facebook, et que de plus en plus, c'était déjà le cas il y a 10, 20 ou 30 ans, où on ne cherche les infos que celles qu'on a envie de voir et d'entendre. Vous, moi, nous cherchons plutôt des informations qui sont publiées par des progressistes qui arrangent, en tout cas, je veux dire, notre lecture progressiste des choses. Des gens qui détestent les étrangers, ils sont pas dans notre cercle et ils vont lire d'autres infos qui vont les conforter là-dedans. Au début que j'étais au soir, j'avais été très frappée parce que j'étais à l'époque encore où les lecteurs téléphonaient aux journalistes et j'avais un type qui était en train de m'injurier littéralement parce que il commençait, oui, et tous ces étrangers qui profitent des allocations familiales, vous savez, quand ils ont 8 enfants, je l'ai entendu, ils ont quelque chose, on parlait de francs à l'époque, ils ont 120 000 francs. Et moi, impatiemment, je commence à dire, mais non, monsieur, la loi prévoit qu'il ne faut pas avoir plus que ceci, plus que cela. Et comme je lui sors des articles de loi et qu'il est perdu, et alors il sort autre chose à propos de la délinquance. Et puis j'ai compris qu'en réalité, il n'avait pas envie de m'écouter, il n'avait pas envie d'entendre mes arguments. Ce qu'il voulait, c'était exprimer sa colère. Il voulait exprimer sa colère à l'égard des étrangers, et c'était ça et exclusivement ça. Et cette colère et ce côté très agressif, il s'aggrave. Et il s'aggrave effectivement parce que, je dis, nous sommes de plus en plus dans des bulles, notamment au niveau de Facebook, où on n'entend plus que les discours que l'on a envie d'entendre, et donc les discours haineux, ils restent dans des cercles bien précis et ils sont là.
Alors, changer de représentation, oui, malgré tout. Il y a peut-être des choses. J'ai participé il y a 3 ans à un séminaire qui est organisé par l'IEX et par la fondation Ceci n'est pas une crise, où, entre journalistes, on s'est posé la question de dire que fait-on ? Que fait-on par rapport à la montée du populisme et par rapport au rejet des étrangers, des exilés de manière générale ? Et d'abord, on avait insisté sur la question d'utiliser effectivement les bons mots. Vous auriez pu retrouver des JT de la RTBF où on mélangeait allègrement demandeurs d'asile, sans-papiers, clandestins, des bouteilles, tout pareil aux mêmes, quoi, hein. Là, c'est de moins en moins le cas. Je pense que le message commence enfin à percoler et que on utilise de mieux en mieux les bons mots. Mais l'autre chose, c'est de dire comment ne pas se faire dicter son agenda par les politiques. Et ça, c'est très difficile. Et surtout pour un média généraliste comme la RTBF, qui a un peu des obligations là-dedans. Quand Franken sortait ses tweets à tir-larigot depuis 2014, qui étaient tous les plus haineux, les plus cons, les plus abjects qu'on puisse imaginer, que fallait-il faire ? Les ignorer, on en a discuté. Jusqu'à quel point peut-on ignorer un fait politique ? C'est à discuter. Et effectivement, il n'y avait pas de solution. Parce qu'effectivement, en même temps, ne pas en rendre compte, c'est comme si c'était aussi banaliser la chose. Dire, finalement, c'est un tweet haineux de Franken, un de plus, on banalise. En rendre compte, en faire un sujet, c'est rentrer dans son jeu. C'est pas simple. La chose qui est apparue finalement, et que je constate qu'elle est en train de se généraliser, et ça me réjouit, c'est de plus en plus de considérer, j'ai envie de dire la catégorie large des étrangers, les exilés, comme les banaliser leur présence. Donc, autrement dit, quand on fait un reportage sur un sujet qui n'a rien à voir avec le problème lié à l'exil ou à l'immigration, mais de les faire parler eux et de les faire parler en tant qu'experts. Exemple, on fait un reportage sur la question de la prévention des incendies dans les bâtiments. Eh bien, l'expert qu'on va interroger, et ça vaut aussi bien pour ceux qui sont d'origine étrangère que pour les femmes, parce que les femmes sont peu présentes comme expertes dans les médias, de leur dire, c'est eux qu'on choisit pour parler comme expert. Non pas, il n'est pas là comme représentant des Maghrébins, des Africains, des femmes, des choses pareilles, mais il est là comme expert. Il a quelque chose à dire sur quelque chose, et donc écoutez-le et oubliez son look, oubliez son allure. Et ça, je pense que c'est quelque chose à faire. C'est banaliser la présence et leur donner un rôle d'expert et non plus de représentant de sa catégorie, la catégorie sociale qu'on lui prête. Voilà, mais c'est essentiellement, c'est un combat à long terme. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir respecté le temps. On va passer la parole à Barry pour Sans Papier TV. Tu as un micro là juste devant toi, oui. Oui, bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Donc, moi, c'est Barry Adam, membre de la Sans Papier TV. Donc, je viens parler ici. Donc, après avoir écouté tous les intervenants avant, ce qu'ils disaient les médias sur les sans-papiers et leur représentation pendant le journal et tout ça. Et nous, moi, j'ai fait partie de la Sans Papier TV. Donc, on est 5 personnes. Sans Papier TV a été créé en 2015. Après, suite à une grande manifestation organisée par la coordination de sans-papiers en 2015, il y a eu quand même beaucoup de personnes dans la rue à Bruxelles, mais les médias ne parlaient même pas. Donc il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'associations. Après ça, on a discuté, on a réfléchi, on a dit comme il faut faire quelque chose pour faire passer ce message des personnes sans-papiers qui vivent en Belgique. Ils manifestent, ils organisent des choses, mais il n'y a personne qui est au courant en Belgique ce qui se passe. C'est rare que les médias parlent de ça. Et donc nous, après avoir réfléchi, donc c'est Sans Papier TV né, c'est de suivre le combat des sans-papiers qui vivent en Belgique et sensibiliser la population belge via le combat des sans-papiers et les mobilisations et leur vie quotidienne. Parce que ces personnes-là qui vivent ici en Belgique, ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à raconter. Le vécu, ils ont fui leur pays,
Mais quand les médias parlent de sans-papier, est-ce qu'il parle comment il a quitté son pays? C'est quoi son problème? Il a quitté. Quand il est arrivé en Belgique, il avait des droits. Est-ce que l'État respecte ses droits? Il y a beaucoup de choses donc que les médias ne parlent pas. Et donc nous, on a dit qu'on peut être intermédiaire entre les soutiens, des personnes qui soutiennent ces sans-papiers-là, et sans-papiers qui mettent des actions et d'autres choses. Donc, pour passer ces messages, les personnes qui viennent manifester, le journal l'après-midi ou le soir, le jour, ils ne voient même pas leur image, ce qui s'était dit, pourquoi on a manifesté, c'était quoi la réaction du gouvernement ou des politiciens, c'était quoi leur réaction, on ne sait même pas. Mais nous, on a dit qu'on va y aller faire des choses, faire passer ces messages de personnes. Moi, j'ai fait partie, je suis en sans-papier. Et donc, le but, c'est sensibiliser et informer ses soutiens et des autres personnes, le monde associatif, et pour le combat des sans-papiers et leur vie quotidienne, leur vécu en Belgique. Par ces personnes-là, on ne sait pas comment ils vivent. C'est des gens qui vivent peut-être dans les occupations ou d'autres qui travaillent, mais on ne sait pas. Pour sensibiliser la population belge, il faut l'informer, ces personnes-là qui font partie de vous. Ils quittent leur pays à cause de problèmes. Ils viennent ici en Belgique, c'est un état de droit. Est-ce que l'état a été respecté? Mais non. Et d'autres choses, qu'est-ce qu'on fait? On suit les manifestations des sans-papiers et la caravane. Donc nous, on a choisi un extrait de vidéo de la caravane des sans-papiers qu'on a suivi avec la coordination, avec le CIRE, une association donc, qui soutient les sans-papiers pour faire la campagne de sensibilisation, aller dans les villes en Wallonie, rencontrer les communes. Et voilà, on va voir l'extrait après, on va expliquer après. La rencontre avec les enfants était formidable parce que les enfants ont été très à l'écoute et ils étaient très informés, ils avaient des questions assez percutantes. J'aimais bien que les enfants grandissent connaissent la réalité des choses parce que les enfants, ils attendent ce que leurs parents disent seulement, mais ils n'ont pas le cas. C'est pas beaucoup de cas que les enfants trouvent l'occasion de parler directement sans papier. Donc c'est bien parce que les enfants eux-mêmes ont découvert la vérité. Ils ont pu aller sur le terrain des sans-papiers. Ce que j'ai aimé beaucoup avec les associations, c'est parce que c'est pas seulement citer les problèmes, surtout chercher les solutions. Moi, j'ai trouvé seulement les points forts, les points positifs, qu'on est en train, comme on est en train de proposer des solutions. Les actions à faire, la concrétisation des actions. Ça a rajouté encore de l'espoir et puis ça a ramené encore, ça m'a donné encore plus de courage à me battre encore, quoi. Les points faibles, je peux dire, il y a certaines personnes qui parlent plus de leur association, de telle association, telle association. Je trouve ça, c'est un point faible parce que dans une lutte, quand vous êtes ensemble, il faudra avoir un seul but. Bah, peut-être que ce doit être plus, il doit y avoir plus de publicité autour de l'action. Que on n'est pas assez informé sur ce type d'événement. Et en fait, on se limite à des gens qui travaillent déjà sur la question et on n'ouvre pas, à mon goût, assez aux citoyens même ici. Pour moi, il manque un peu de public
Au niveau du bourgmestre, il manquait un peu de politiciens de police. Il y avait le bourgmestre, il manquait les autres conseils communaux. S'il y avait ça, ce serait mieux de tirer les gens, y parler, avoir d'autres choses. Et d'un autre côté aussi, ici à la Louvière, l'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sans-papiers, de collectifs de sans-papiers qui étaient présents ou qui étaient engagés. Ça pourrait être peut-être bien dans le futur que nous, on puisse justement tâter le terrain à l'avance pour justement avoir des sans-papiers localement, pour qu'on puisse aussi entendre un peu leur point de vue sur la manière dont la commune, les autorités communales et les associations réagissent par rapport à eux. Je pense que pour atteindre ce but de déconstruire les préjugés, il faut mettre beaucoup de moyens. Il faut savoir que pour que ces préjugés s'installent, pour que ces préjugés soient forgés, c'est que le gouvernement actuel, qui a beaucoup de pouvoir, a mis les moyens, a mis tout un plan, une campagne de communication justement pour justement véhiculer une mauvaise image, une mauvaise perception, pour qu'il y ait un rejet de la population, des immigrés, des migrants, des sans-papiers, des réfugiés, etc., etc. Et donc pour casser cela, pour déconstruire cela, il ne suffit pas d'énumérer, de voir 3, 4, 5 personnes. Il faut mettre tout un plan de communication qui doit aller au niveau médiatique, qui doit aller au niveau associatif. Donc là, il faut des alternatives médiatiques, il faut des alternatives de communication. Il faut vraiment toucher largement la population. Donc, après cet extrait de vidéo, donc, vous avez vu cette association et la coordination de sans-papiers qui faisait la caravane de sensibilisation en Wallonie. Même cette association, il y a des personnes qui ne savaient pas la caravane passer dans les villes ou des villages. Donc, c'est pour ça nous, on s'est mis dedans pour sensibiliser. Allez suivre ces caravanes-là. On était presque toute la Wallonie, il y a 5 villes en Wallonie. La caravane de sans-papiers. Donc la sans-papiers TV a suivi cette caravane. Et donc pour informer les autres et des personnes qui ne pourront pas se déplacer et des personnes qui pourront regarder cette vidéo qui ont envie d'aider ou soutenir ou mettre en combat. Et donc ce côté-là, c'était ça. Et l'autre côté, c'était de faire en live sur Facebook pendant les manifestations. Toutes les manifestations, on fait le live streaming sur Facebook. Et on suit aussi des conférences de presse, soit les sans-papiers ou à l'université, ou des actions aussi. On suit aussi des actions des personnes sans-papiers. Tout ce qui est mobilisation, de combat de sensibilisation. Donc nous, voilà, on suit, c'est pour sensibiliser et mobiliser et informer ces personnes-là qui ont envie de soutenir vraiment ces personnes sans-papiers qui vivent ici en Belgique, qui vivent avec vous, mais qui n'a pas d'espace pour parler, qui n'a pas de parole presque. Et donc, c'est pour ça, nous, on a envie de passer faire comme une fenêtre pour ces gens-là, on puisse les voir, pas uniquement dans le mauvais côté, dans une mauvaise, comme tout le monde avait expliqué avant. C'est des mots, c'est des illégaux, tout ça. Mais nous, on n'est pas dans ces côtés-là, mais quand même, on a envie de donner si les personnes ont envie de parler, on leur donne la parole à parler. Parce que c'est sans papier, c'est le vécu, ces personnes-là, leur vécu, leur vie quotidienne, c'est ça qu'ils rencontrent. Et on fait aussi des vidéos crowdfunding pour soutenir certaines personnes qui n'ont pas de moyens ou demander quelque chose. Nous, on fait ces vidéos de crowdfunding. On lance pour tous les soutiens, pour voir s'il y a envie d'aider. Il soutient. Et donc, on suit aussi dans les occupations. Ici à Bruxelles aussi, il y a beaucoup d'occupations de personnes sans papier ou d'autres choses. C'est vraiment dans le domaine de sensibilisation et informer vraiment la population belge, les personnes qui sont sensibles la problématique des sans-papiers. Nous, on est ces domaines-là. Merci beaucoup, Barry.
Donc on va te passer la parole, Valériane donc Mistian, pour quelques minutes également. Donc, je vais d'ailleurs essayer d'être brève, comme ça on aura quand même un peu de temps après. Moi je fais une thèse sur la dénomination des personnes en déplacement, et donc dans ce cadre-là, j'ai fait une quand même assez grosse revue de la littérature, donc très académique entre guillemets, de tout plein d'études qui analysent la presse en Europe principalement. Donc c'est des études et des analyses de contenu, c'est en général assez systématique, mais je pense qu'il y a plusieurs tendances qu'on peut souligner. C'est principalement sur la période 2015-2017, la crise migratoire donc. Et j'ai noté ici quelques tendances dont on a déjà un tout petit peu parlé, mais par exemple, on note vraiment une grande tendance à la collectivisation. Et plus les personnes en déplacement sont collectivisées, en général, plus on a un rendu un peu négatif de la séquence ou de l'article. Alors, on a vu dans la première séquence de JT le nombre de chiffres qui étaient donnés en dehors du nombre de communes. Il y avait aussi le nombre d'habitants de Bruxelles, le nombre de personnes. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de chiffres, et parfois on s'y perd un petit peu dans ces chiffres. Et ces chiffres tendent aussi à souligner un peu cet angle d'invasion, comme on dit. Il faut savoir que dans beaucoup d'études donc sur la presse européenne, les chercheurs ont remarqué que les chiffres, c'était la première colocation, donc le premier mot qui était associé soit à migrants, réfugiés ou immigrants. Donc c'est quand même une présence très importante. On a parlé dans le titre de victimisation, qui est, je pense, un angle qui est souvent utilisé par les journalistes, mais encore plus l'angle d'envahisseur. Et à ce propos, il y a une étude que je trouvais assez intéressante et très 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 récente de l'université de Gand, qui montre qu'il y a aussi des différences à l'intérieur de ces angles. Donc, par exemple, on peut qualifier une séquence ou un article disant « oui, voilà, ça c'est des propos qui soulignent l'envahissement de la Belgique ». Et eux, ils disaient, voilà, par exemple, la NVA utilise très très fort ce cadre d'envahisseur, mais fait une grande différence entre les personnes qui sont dignes d'être accueillies et les personnes qui ne le sont pas. Alors qu'au contraire du Vlaams Belang, qui considère que toutes les personnes qui arrivent ne devraient pas venir. Donc je pense qu'il y a aussi des différences à faire au sein même de ces angles. Il y a une chercheuse, Szczepanik, qui se base sur une étude qu'elle a faite en 2016, qui a aussi démontré que les femmes en déplacement étaient principalement décrites comme passives, voire vulnérables, vraiment la victime par excellence, alors que les hommes étaient plus actifs, voire même agressifs. Donc ça, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, cette tendance un peu de genre. Alors, moi, je voudrais quand même aussi souligner rapidement que tout n'est pas noir, entre guillemets. Dans une étude qu'on a réalisée ici en Belgique francophone, néerlandophone et en Suède, moi, j'étais en charge des journaux francophones Le Soir et L'Avenir que j'ai analysé sur la période donc 2015-2017. Et on a remarqué qu'en fait, il y avait pas mal d'aspects positifs aussi. Parfois plus qu'en Suède, alors qu'on dit que la Suède, point de vue médiatique, est excellente, qu'elle rapporte beaucoup de choses très très positives, et notamment, point de vue du droit des migrants, la dimension humanitaire et l'intégration après l'arrivée. Les analyses qu'on a réalisées sur ces articles démontraient qu'il y en avait plus de sujets comme ça en Belgique francophone qu'en Suède ou en Belgique néerlandophone. Et pour revenir sur les journalistes, j'ai aussi réalisé 10 interviews de journalistes en Belgique francophone. Et je pense qu'il ne faut effectivement pas négliger la contrainte de leur métier. Donc il faut la rapidité, la difficulté de trouver des intervenants, les barrières de la langue, les positionnements des médias, le fait d'avoir accès à peu d'images. Ça coûte très cher d'aller sur place, de filmer. C'est pas toujours possible en 1 heure ou 2 heures. Ici, je me fais pas défenseuse des journalistes, mais je fais écho à ces interviews. Il y a aussi très 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 peu de journalistes spécialisés aujourd'hui. Je pense que là, on a vraiment quelque chose de très important. Et il y a très peu de guidelines. Donc, ils sont un peu perdus. Ils savent pas trop... on leur dit de faire un sujet, mais ils ont peut-être pas toujours les compétences pour traiter le sujet. Et
selon eux, dans ces 10 interviews, ils trouvaient qu'en tout cas la problématique des migrants et des réfugiés était assez fort présente dans les médias, voire même surreprésentée, alors que parfois on dit que justement ça manque un petit peu de représentation. Et voilà, moi j'accorde beaucoup d'importance aux mots justement et aux dénominations. Et je pense qu'en effet, donc, comme on l'a vu, elles ont quand même pour conséquence d'enfermer dans des catégories administratives. Donc voilà pourquoi j'aimais bien le titre, et même si un peu provocateur, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à faire avec les mots. Merci. Merci à toi, merci à tous, à toutes. Avant d'ouvrir à la salle, on a un peu de temps du coup, parce que vous avez respecté le temps. Il y a pas mal, on a vu de choses qui se répondent. Moi j'ai repéré au moins 4 choses, mais il y en a certainement plus. Il y a déjà autour de l'idée même de criminalisation et de victimisation, on voit que derrière ces mots-là déjà il y a des représentations différentes parmi les personnes qui sont ici, donc peut-être ça vaudrait la peine de creuser un petit peu. Il y a aussi la question finalement on a parlé de les mots, les contenus, mais à destination de qui, donc pour qui parle-t-on, et donc ça aussi c'était différent dans les approches qui ont été présentées ici. Sans Papier TV par exemple sort un peu voilà, c'est aussi le par et pour est intéressant dans la manière dont vous travaillez. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir là aussi. Alors la question aussi de qui parle, et là il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, toutes les contraintes, que ce soit les contraintes de ne pas avoir des papiers par exemple, est-ce que du coup on ose prendre la parole ou pas, que ce soit les contraintes du monde journalistique, que ce soit les contraintes qui sont imposées par les mondes politiques, mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses aussi je trouvais qui étaient là peut-être intéressantes à creuser. La question de l'expertise aussi qui a été amenée à plusieurs reprises, être expert de sa propre condition, de sa propre histoire, mais peut-être aussi être expert d'autres choses et avoir la parole, enfin voilà, des choses comme ça intéressantes. Et alors j'ai relevé aussi peut-être, c'était plus mineur mais quand même néanmoins peut-être intéressant, information et sensibilisation. Est-ce que c'est tout à fait la même chose Il me semblait que parfois on était dans l'entre-deux des registres et que c'est peut-être une question à aborder, mais pas forcément. Donc voilà, je vous laisse réagir les uns aux autres pendant quelques minutes et puis alors on ouvrira à la salle. Qui veut? Voilà. Je vais garder celui-là peut-être. Il y en a 3 là qui circulent comme ça si jamais ça prend trop de temps. Garde, tu peux... Oui. Moi, je vais juste peut-être des choses que je vais intervenir, surtout le jeu des mots comme par exemple illégal, sans-papier, tout ça, ou criminel. Peut-être criminel, c'est autre chose, mais illégal, nous les sans-papiers ici, selon les lois belges, ils ont mis ça. Quand il n'est pas un titre de séjour en Belgique, tu es illégal. Selon les lois belges, c'est illégal, non? Donc c'est ça, on m'appelle sans papier illégal ou d'autres choses, ça ne change pas mon statut. Mon statut, c'est un statut, même si on m'appelle demain prince, mais je suis illégal, je suis un sans-papier. Donc le nom, on peut essayer de ne pas trop jouer dans comment on appelle, personne illégal et d'autres choses. Ça, je crois qu'on doit focaliser sur le combat et comment trouver des solutions, vraiment aller vers le but, quoi. C'est jouer des petits mots, ça, on peut discuter pendant des mois ou des années, on va pas être d'accord, mais l'essentiel, c'est d'aller vers le but et savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et ça aller dedans. Moi, je voulais réagir sur 2 choses, les chiffres dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est une règle sacro-sainte en journalisme qui est de d'abord donner des chiffres. C'est comme si c'était finalement un des rares éléments qui sont du factuel, qu'on est sûr que c'est du factuel. De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est quoi les chiffres? Et j'ai eu ce cas pour n'importe quelle problématique. Il y en a combien? Tu parles de ça, il y en a combien? Je viens de terminer pour Alter Eco un article sur la GRAPA et plus précisément sur le contrôle à domicile dont sont aujourd'hui victimes les bénéficiaires de la GRAPA. Et c'est vrai qu'une des premières choses que j'ai faites, c'est de regarder combien il y a de bénéficiaires de la GRAPA. Et donc j'ai fait un petit truc avec des chiffres. Le chiffre, c'est normal, c'est logique, c'est factuel, c'est ce qui met, j'ai envie de dire,
un cadre d'objectivité dans ce qui pourrait apparaître comme de la subjectivité, aussi bien par la rédaction en chef, que par les lecteurs. 2, la spécialisation, a tout à fait raison. Ça, c'est une tendance lourde dans les rédactions depuis une bonne dizaine d'années. C'est une méfiance des rédactions en chef par rapport aux journalistes spécialisés. Au soir, j'ai particulièrement connu ça, c'est qu'on considérait que les journalistes spécialisés dans quelques problématiques que ce soit parlaient un langage ou s'adressaient à un public en surestimant leur capacité d'information, et surtout, on les accusait en quelque sorte parfois peut-être d'être un peu trop de connivence avec ce dont ils voulaient parler. Si moi j'étais spécialisée dans les questions asile et migration, eh bien effectivement, donc j'étais suspectée de toute façon d'être pour eux ou des choses comme ça. Même chose pour les journalistes plus qui s'occupaient des syndicats. Et donc il y a eu une tendance à dire dorénavant, eh bien toi tu ne parleras plus de ça, mais tu parleras de telle problématique. Et alors vous dites, mais je n'y connais rien. Ah ben c'est très bien. Parce que alors du coup, tu vas avoir un regard neuf, le regard du lecteur moyen, ou le regard de l'auditeur, ou du spectateur moyen, qui n'a rien non plus. Et donc en ayant ce regard neuf, c'est très bien. Sauf que dans ce moment-là, on se fait complètement rouler. Parce que si on n'a pas le background, effectivement, pour analyser les faits ou ce qu'on nous dit, parce qu'on ne connaît pas assez le problématique, on se fait avoir. Et donc, on ne peut pas, par exemple, répondre à un politique qui dit des choses si on ne connaît pas le sujet. Or, c'est vraiment une tendance qui a sévi dans les rédactions et qui, je crois, existe encore toujours, quoi. Même si ça change un petit peu, mais c'est exact. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir, oui. Moi, je voulais juste quand même préciser 2-3 choses, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on présente notre projet. Je voulais quand même être quand même aussi... voilà, sur le fait qu'on est très conscient, qu'il est très clair pour nous que le travail de remise en question, de mise en perspective de la pratique journalistique n'est en aucun cas une criminalisation ou une attaque frontale envers les journalistes, en tout cas en individu, vraiment pas, parce que on en a d'ailleurs beaucoup parlé, on est tout à fait conscient des difficultés de ce métier, qui est probablement de plus en plus difficile, de la difficulté de pouvoir aller sur le terrain, de la difficulté de pouvoir prendre le temps pour creuser les sujets, de trouver les intervenants adéquats. On est aussi tout à fait conscient du manque de diversité des rédactions, hein, donc je veux dire après le résultat est là. À partir du moment où c'est un métier qui n'a pas la possibilité d'aller sur le terrain, qui n'a pas la possibilité de s'éloigner de la communication officielle, qui n'a pas la possibilité en fait de faire son boulot comme il souhaiterait sans doute le faire, il est clair qu'il y a un problème de représentation. Et d'ailleurs, on l'a très bien souligné, ça ne concerne pas que les personnes en séjour irrégulier, ça concerne pratiquement tout le monde, hein, les femmes, les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes handicapées, puisque, on l'a bien dit, les rédactions sont composées principalement d'hommes blancs d'un certain âge universitaire. Très compliqué de pouvoir proposer une représentation plus diversifiée que ça, quoi. Et donc, nous, on questionne le système médiatique, on a envie de rentrer en dialogue et essayer de trouver des solutions ensemble sur comment est-ce qu'on peut améliorer cette question de la représentation. Et pour nous, il était évident que mener ce projet, on l'a mené ensemble avec des personnes qui étaient concernées et qui, lorsqu'ils ont vu tout ça, ont ressenti des choses, et donc pour nous, il était aussi très important de l'entendre, même si des fois ces extraits de JT ou d'autres choses en fait peuvent paraître anodines. Je pense qu'on les regarde peu, une deuxième fois, une troisième fois, et on se rend peu compte de finalement ce qui est véhiculé, quoi. Voilà, pour mettre un petit peu aussi de nuances dans notre propos et dans notre projet et dans la démarche qu'on a voulu mettre en place. Merci. Rabia, tu veux? Oui, je t'en prie. Oui, je veux juste réagir sur le mot envahisseur, parce que on parle toujours, ils sont en train d'envahir l'Europe, ils sont là nombreux, on est en train de construire des nouveaux centres fermés pour enfermer des innocents. Pour moi, comme j'ai dit pendant le travail qu'on a fait, que j'aimerais bien ne plus appeler ça centre fermé, c'est des prisons pour des innocents qui n'ont rien fait, ils n'ont commis aucun crime. Mais juste à part de se déplacer et avoir la volonté de changer leur quotidien. Et du coup, on est en train de criminaliser ces gens-là et les mettre dans des centres fermés et les expulser. Chose que moi, je trouve un peu
hypocrite parce qu'il y a le CIRE. Depuis que je suis militant sans papier, j'entends qu'il y a des gens ici, des travailleurs sans papier, et le chiffre, ça parle de 150 à 200 000 personnes. Ben, normalement, 200 000 personnes, c'est pas rien. Et les autorités, je crois qu'ils sont au courant de la présence de ces gens qui travaillent dans des grands chantiers, parce que pour la simple raison, il y a un travailleur sans papier qui sa photo, il est là à Arlois, et on peut le voir chaque jour. C'est un sans-papier qui vit maintenant en Europe en général depuis une dizaine d'années, et il a participé à l'économie du pays, et on utilise tous les jours le tram. Je crois que chaque citoyen il utilise l'arrêt Arlois ici en Belgique, et on ne s'aperçoit pas qu'il y a des photos des travailleurs. Selon ces travailleurs, il y a des sans-papiers. Et du coup, pourquoi pour moi c'est un peu hypocrite quand on parle de il faut arrêter ces gens-là, ils sont entrés sans titre de séjour légal, il faut les expulser chez eux, mais en même temps on peut les exploiter et mal payer, les maltraiter et les laisser invisibles. On ne parle pas d'eux, mais pour moi, c'est une hypocrisie de politique migratoire européenne. Parce que ce qu'on a remarqué, nous, dans la coordination, cette montée de l'extrême droite partout en Europe, ça peut que mener la haine, mener encore des crimes envers nous, parce qu'on est attaqué partout. Ce que je vois, moi, sur mon Facebook, c'est que des vidéos d'attaques sur des migrants, ou des fois, même les flics, les violences policières, on en parle rarement, mais on reçoit, même quand tu prends un tram ou un métro, si tu n'as pas le ticket, tu reçois des flics qui peuvent te tabasser ou t'arrêter d'une façon vraiment violente. Et voilà, j'aimerais bien que ce mot envahisseur, on peut expliquer les chiffres, parce que 200 000 personnes qui travaillent sur le territoire, et combien de gens ils entrent et combien de gens on expulse. Il faut parler de ça aussi. Merci. Valériane, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, moi si j'ai utilisé le mot envahisseur, c'est parce que c'est comme ça qu'il est utilisé par les chercheurs. Je le précise quand même. Et pour les chiffres, je suis tout à fait d'accord avec la factualité, mais je pense que parfois on dit des milliers, on utilise des métaphores de la vague, tout ça, pour moi ça rentre dans les chiffres. Est-ce que c'est nécessaire de savoir 3 fois dans le même article que c'est des milliers, qu'il y a une vague migratoire? Je pense que parfois un chiffre factuel doit être précis aussi, et dire des milliers juste comme ça, c'est un petit peu... Voilà. Mais ça, c'est peut-être un point de vue plus personnel. Et je suis d'accord avec le fait qu'on manque de journalistes spécialisés. Pour moi, c'est complètement ridicule. C'est aussi prendre les gens un petit peu pour des idiots, de dire on va leur expliquer vraiment la base de la base. Je pense qu'il faut s'adapter à son public, c'est sûr, mais... de là à ça. Et alors, je pensais au dialogue avec les journalistes. Je me demandais, je ne connais pas du tout le projet au départ avant de venir ici, mais est-ce que vous avez convié des journalistes à voir ça? Est-ce que vous avez analysé des bonnes séquences, entre guillemets, ou en tout cas des séquences que vous trouvez vraiment bien traitées, et souligner les points positifs pour aider justement à continuer dans cette voie? Alors, oui, alors on a eu une séance très intéressante avec une journaliste de l'AJP, de l'Association des journalistes professionnels, parce que on a été très interpellés sur les choix éditoriaux des extraits qu'on a analysés, et donc on a voulu comprendre en fait comment est-ce possible, où est-ce que le bas blesse. On a invité donc Sophie Le Joly qui a passé en fait quelques heures avec nous, et on a pu vraiment aussi poser toute une série de questions sur le fonctionnement des médias, ce qui nous a permis d'affiner aussi notre perception des médias, de comprendre que c'est un système et que c'est ça qu'il faut remettre en question. Donc, première chose. Ensuite, nous, on a vraiment l'envie, tous, de vraiment pouvoir rentrer en dialogue avec les journalistes, de pouvoir leur présenter notre projet. On a le projet de réaliser une émission, en fait, un entretien filmé avec toute une série de journalistes pour en discuter. Donc ça, c'est tout à fait prévu, et pour nous, c'est essentiel. Par ailleurs, on a aussi analysé toute une série d'exemples positifs qu'on n'a pas détaillés dans le livret. Il est vrai. N'empêche, on l'a fait. On trouvait quand même que ces exemples étaient vraiment assez peu nombreux, pour être tout à fait honnête. On a quand même cherché, et on a trouvé évidemment des exemples. Ils existent, il faut le souligner. Après, j'ai envie de dire, encore heureux, quoi. Enfin, on va pas non plus... je pense que c'est normal qu'il y ait aussi des traitements positifs de cette situation, puisque c'est pas un problème, puisque c'est pas négatif. Donc, oui, évidemment, on en a parlé.
c'était vraiment un projet où on a essayé d'aborder tous ces aspects-là et il va continuer et on a vraiment envie de pouvoir continuer à discuter avec des journalistes et toute autre personne qui sont directement concernées par ce sujet. Ok, merci. On va ouvrir en fait la discussion avec la salle. Donc il y a la possibilité d'un micro qui peut circuler. Des questions bien entendu, mais aussi éventuellement des commentaires. Voilà, ou des choses que vous auriez envie de partager en lien avec le débat de ce soir. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Françoise Nice. Je suis de la génération de Martine Van de Mullenbroek. J'ai travaillé quasi 30 ans à la RTBF. J'ai pris une retraite anticipée il y a 2 ans. Et depuis, comme je ne suis plus soumise à un devoir de réserve, à l'époque, à la RTBF, je faisais de la politique internationale et de la culture. Comme je ne suis plus soumise à un devoir de réserve, je fais du journalisme à ma façon. Je collabore à une revue, la revue de l'Union des progressistes juifs de Belgique, Point Critique, où il y a une très belle liberté de ton et de choix de sujet. Et puis, je fais du journalisme de service public sur ma page Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire faire du journalisme de service public sur ma page Facebook ? C'est essayer de faire ce que mes ex-collègues de la RTBF et de nombreux amis et de nombreux talents de la RTBF ne font pas ou plus sous les contraintes du faire vite, faire court et ne pas approfondir quand c'est des sujets pour les journaux parlés et télévisés. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des cases excellentes où mes ex-collègues, je dis on comme si j'y étais toujours, j'y suis plus, ont l'occasion d'approfondir, comme les émissions d'Arnaud Reussen à la radio, d'Edika Kulbergs. Je vais m'arrêter là. Donc moi, j'essaye de faire avec eux, c'est-à-dire que j'essaye de couvrir les sujets que j'estime qu'un média de service public devrait couvrir. Par exemple, la fameuse manif formidable avec 5000 sans-papiers, qui était un succès exceptionnel, organisé par les sans-papiers à l'automne 2017, l'automne ou l'hiver, je ne sais plus exactement. J'ai été choquée qu'il y ait eu une couverture aussi mince. Autre sujet, je ne vais pas vous faire toute l'analyse du travail de mes ex-collègues, pour lesquels je joue volontiers la lanceuse d'alerte. J'ai été très frappée, c'était au moment du Tour de France, juste avant le Tour de France, quelques semaines avant, il y a une course cycliste d'exilés qui part de l'Allemagne, qui passe par les Pays-Bas, qui arrive à Bruxelles, et qui est quelque chose de magnifique, parce que pour une fois, là, les migrants se montrent avec leur maillot jaune et tout, et donnent une image extrêmement dynamique et une image de combativité en disant ça ne va pas, l'Europe de Frontex, etc. Et c'est beau. Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Les médias, RTL, la RTBF, Le Soir, La Libre, rien du tout. Mais rien du tout, de rien du tout. Alors c'était un dimanche et toutes les rédactions sont en effectif réduit le dimanche. Il y a peut-être eu un petit communiqué, un petit article de l'agence Belga, mais ils ne sont pas fatigués, il y a rien eu. Par contre, une semaine après, il y a toute l'histoire des dispositions qui sont prises par la ville de Bruxelles pour que surtout le Tour de France ne longe pas le parc Maximilien. Et là, couverture médiatique. Donc c'était à la fois le politique qui dictait l'agenda, comme ça a été dit dans le débat, mais c'est aussi autre chose. C'est qu'on ne peut parler du migrant que dans le registre du dramatique, du problématique ou du compassionnel. La RTBF, donc mes ex-collègues et certains amis, ont fait énormément de bons papiers, mais toujours et qui ont remporté des prix de reportage. Le prix Belfus à mon excellente collègue et amie Aline Moivreille pour un reportage au début de la crise de 2015 ou de 2017, je ne sais plus, au parc Maximilien. 2017, ce reportage-là. Donc, c'est ça le problème, c'est que donc on doit faire vite, court, et de préférence problématique et dramatique et compassionnel dans le meilleur des cas. Donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et aussi que les journalistes ne prennent pas le temps de s'informer. Alors moi, je veux bien faire la passeuse d'infos et la lanceuse d'alerte entre la Voix des sans-papiers et mes collègues et amis de la RTBF. Je ne demande pas mieux que de donner le bon agenda. Je crois que Sans Papier TV, Zine TV, qui fait un boulot magnifique, enfin vous faites toutes les deux un boulot magnifique, je crois vraiment que ce qu'il faut que vous ayez, c'est l'agenda, de savoir que Madame Durand ou que Monsieur Dupont travaille sur ces questions et est sensibilisé à ces questions. Et que vraiment, il faut y aller au téléphone en disant ah, vous avez vu, on organise. Parce que les conférences de presse et tout ça, c'est terminé. Hein, c'est terminé. Il faut vraiment y aller, il faut avoir le bon contact. Parce qu'il n'y a pas de refus de la part des journalistes en général de s'intéresser à ces questions. Il y a juste qu'ils ne savent pas qui. Et que comme ils sont, eux, bombardés de consignes, « Ah, t'es pas spécialiste, c'est très bien, tu vas t'occuper de... » Ça, c'est tout à fait exact. Hein. La lutte contre la spécialisation qui fait que finalement, on ne sait plus de quoi on parle, surtout si on doit faire 2 sujets par jour, ou 3 ou plus. Voilà, je m'excuse d'avoir un peu monopolisé la parole, mais moi, je pense qu'il faut vraiment aller chercher les gens et faire en sorte qu'ils vont s'intéresser. Les journalistes ne sont pas plus cons que les autres, ou bien ils sont aussi cons que les autres. C'est des gens comme les autres. Voilà, je pense qu'il faut aller chercher par la main et leur dire, et c'est comme les politiques, il faut aller chercher par la main et leur dire, allez, viens voir, on va discuter, on va chercher ensemble, on va chercher à comprendre ensemble. Et qu'il y a vraiment, c'est du travail de proximité avec les politiques comme avec les journalistes. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Je voudrais encore dire la dernière chose, c'est que bon, je fais ce boulot de lanceuse d'alerte, de petits articles d'information, de couverture, donc façon médias de service public quand eux ne le font pas. Je n'ai jamais, je ne sais pas à quoi ça tient, je n'ai jamais été victime d'agression sur ma page Facebook. Jamais. Ceci dit, je note que quand je publie et que je bombarde avec des infos, de infos migrants, enfin toujours sur cette thématique, je sais que ça ennuie mes amis sur Facebook et que quand je raconte une petite histoire marrante, alors là j'ai plein de likes. Mais donc voilà, on se bouche les oreilles aussi. Mais bon, je n'ai pas d'attaque calomnieuse. Merci beaucoup pour votre commentaire, votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de réagir? Oui, on va prendre, il y a 3 mains là-bas, on va les prendre d'un coup et puis on reviendra peut-être vers vous. Là-bas, je n'ai pas vu, je crois pas. Je me nomme Fortuna, je suis membre de la coordination. Et j'ai suivi attentivement les débats et on a plus abordé le média dans son aspect de communication, mais on n'a pas abordé dans son aspect commercial. Moi, je trouve que dans son aspect commercial, ça pose aussi le problème. Pourquoi il y a des informations sélectionnées, qui intéressent plus le public. Et si les informations ne peuvent pas intéresser le public, cela ne passe pas vraiment souvent. Je donne l'illustration de la problématique des sans-papiers ou d'immigration. Lorsqu'on cherche à aborder les problèmes, on cherche à l'aborder négativement. Et si on l'aborde négativement, ça attire plus de gens qu'à l'abordant positivement. Et parce que positivement, ça énerve. J'ai suivi Martine quand il parlait de les sujets qu'il abordait dans son journal. Il parlait des problèmes de la pauvreté. Il parlait également des problèmes du chômage, qui n'étaient pas plus suivis. S'il parlait, par exemple, le problème contre l'immigration, ça allait avoir plus de l'impact que parler, par exemple, de la pauvreté et tout ça. Ma question s'adresse plus à Martine, en tant que chercheur. Comment, dans le média, vous sélectionnez les informations? Est-ce que vous les sélectionnez en fonction de la personne ou la source de l'information, la personne qui vous donne l'information, ou vous les sélectionnez en fonction de l'importance de la thématique? Mais je vais prendre plusieurs questions. Donc retiens, tu retiens. On va prendre les 3 questions, comme ça on est sûr que la parole circule.
Oui. Oui, moi, je suis Apollinaire. Je suis membre de l'association des personnes en situation irrégulière. Je voudrais poser la question au niveau des médias pour savoir si les médias sont indépendants. Une courte question, merci. Merci. Il y avait aussi monsieur là-haut, oui. Oui. Bonjour, moi je suis Paola, je suis une lectrice. Je trouve que dans beaucoup de groupes de presse, il y a quand même des réseaux de fact-checkers qui luttent contre la désinformation. Et il y a des réseaux dans tous les pays européens de journalisme, de presse indépendante. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de s'engager avec eux pour avoir une taxonomie commune, une terminologie commune? Et est-ce que vous engagez avec ces réseaux qui luttent contre la désinformation? Puisque c'est beaucoup ça, la désinformation et du contexte. Merci. Et alors, monsieur là-haut, oui. Bonsoir, moi c'est Serge Bagamboula et je suis membre de la coordination de sans-papiers aussi. En fait, moi je vais peut-être essayer de répondre aussi à la question qui est posée par rapport à ce que je lis au tableau. Comment sortir de la criminalisation et la victimisation des sans-papiers? La question des sans-papiers, aujourd'hui en Belgique, quand on prend l'exemple de la Belgique, ce sont les politiques qui ont criminalisé les sans-papiers. Ce sont les politiques qui ont criminalisé les migrants. Et les médias en ont fait qu'amplifier, puisqu'ils sont au service des politiques, n'ont fait qu'amplifier cette criminalisation. De cette criminalisation, on a vu comment le terreau du racisme et de la xénophobie s'est installé. Parce que si les médias faisaient un travail vraiment sans être du côté du pouvoir, on pouvait peut-être déjà même aller vers des solutions par rapport aux questions des migrants. Les journalistes sont des gens instruits, ils savent ce qui se passe dans la société, ils savent pourquoi les gens migrent, ils connaissent toute l'histoire, mais sauf qu'ils vont prendre l'histoire des sans-papiers des migrants juste dans le bout où ça ne peut pas, ça corrobore avec ce que veut dire le politique. On a auréolé dans ce pays Théo Franken, on a fait de lui l'homme le plus populaire, l'homme politique le plus populaire de la Belgique. Quelqu'un dont on savait que non, il était capable de frapper même les personnes qui sont couchées à même le sol, qui disaient n'importe quoi sur les migrants. Et tous les jours, la presse était là. Et même quand on a appris qu'il avait vendu des visas à 10 000 euros, non, on a essayé de masquer l'histoire. Mais si c'était une autre personne qui avait fait cette question des visas, comment ça allait se passer? On ne sait pas. Donc ici, ce sont les politiques qui font ce travail et la presse joue la partition. Nous, en Afrique, les journalistes, certains journalistes, on les appelle des griots. Ils sont au service du chef de l'État, donc ils les vantent, ils les chantent à tout bout de champ. Mais si ça se fait intelligemment et vraiment pour toujours être vraiment du mauvais côté de l'histoire. Je prends l'exemple de la question d'Actiris. Actiris se propose de donner une solution à la question des sans-papiers, en les inscrivant à être formés dans les métiers en pénurie. La presse, la seule chose qu'ils trouve, c'est d'aller seulement poser la question à Maggie de Bloch et à Théo Franken. Mais on oublie les personnes qui sont demandeurs de cette question, notamment les patrons qui ont posé le problème, ou bien les soutiens qui portent aussi cette question, qui sont d'accord sur cette formation. Ça, on les oublie. Dans les médias, on donne seulement la réponse de Maggie de Bloch qui pense que non, ça sera une régression massive, ça sera comme ceci, Théo Franken aussi. Vous voyez un peu comment on gère la question. Il y avait un reportage qui était passé dans la presse, à la télé, concernant les mariages d'un sans-papier avec... Alors, on a présenté seulement la question des mariages qui n'ont pas réussi, mais les mariages qui ont réussi, on n'a pas cherché à aller les identifier. Il y a des mariages de sans-papiers qui ont réussi. Aujourd'hui, voilà, la personne était sans-papier, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, tout ça. Ça, non, la journaliste n'a pas cherché. Donc, cette façon sélective d'aller seulement chercher ce qui est négatif, c'est ça qui nuit et qui pousse vraiment à diaboliser les gens, à les criminaliser, alors qu'il y a des gens qui sont ici, qui n'ont rien à voir. Et puis, déjà, le migrant,
parce qu'il est migrant, il est déjà condamné 2 fois. Donc, ce que tu veux faire, ce que le Belge va faire, si c'est le migrant qui le fait, le migrant est déjà condamné 2 fois, parce qu'il est déjà migrant. Donc, et dans cet élan, la presse aussi suit cette cadence, au lieu d'être vraiment au milieu, et la presse a son rôle à jouer. On parle de la presse, je crois, c'est le 4e pouvoir. C'est pas moi. C'est le 4e pouvoir. Voilà. Donc, il utilise ce pouvoir en pointant. C'est quand même grave. Mais il y a des choses, donnez-nous la parole, vous verrez qu'il y a des sans-papiers qui ont des choses à dire. En effet. Merci beaucoup. Je pense que l'enjeu de votre témoignage et de votre question a été compris par les personnes qui sont ici autour de la table. C'est parce qu'on a un temps limité. Hein, je m'excuse de vous avoir interrompu. Il y a beaucoup de questions qui sont plus directement adressées aux journalistes que tu représentes d'une manière ou d'une autre ce soir. Mais après, tout le monde pourra, je pense, prendre la parole. Mais peut-être on peut démarrer avec toi. C'est fatigant, ce genre c'est toujours le même jour. Mais bon, je vais faire juste une petite parenthèse sur Theo Franken. On dit toujours que Theo Franken est devenu l'homme politique le plus populaire de Belgique. C'est faux. C'est faux. C'est le plus connu, oui, c'est pas le plus populaire. Lisez bien les sondages. Lisez-les totalement et convenablement. Quand il y avait les sondages du soir sur quelle est la personnalité politique la plus populaire en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Vous avez la popularité. La popularité veut dire, est-ce que vous connaissez cette personne ? Et la majorité disent, bah oui, on connaît Theo Franken, on connaît Maggie de Blok, on connaît ceci. Et puis il y avait une deuxième sous-question, un deuxième tableau. Est-ce que vous souhaitez que cette personnalité joue un rôle plus important ou moins important? Donc, est-ce que vous avez une opinion positive ou négative? Alors là, vous voyez que Franken est très populaire, est très connu. Et puis, vous voyez, est-ce que les opinions favorables et défavorables, à Bruxelles et en Wallonie, c'était une toute grande majorité d'opinions défavorables. Tandis qu'en Flandre, elles étaient favorables. Là, je suis bien d'accord. Il y avait un véritable hiatus. Donc, en fait, ça fait partie un peu d'un lieu commun en disant, ben oui, Franken est très populaire. Non, il est certain. En Flandre, ça c'est indiscutable. Mais en Wallonie et à Bruxelles, et du côté francophone, il est connu. Mais quand on creuse un petit peu concernant l'image qu'on a, ce n'est pas aussi clair que ça. Par rapport à Franken, je suis bien contente de ne plus avoir été au soir pendant cette période où il était là. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on dit toujours qu'il faut faire barrage à l'extrême droite, mais comment est-ce qu'on fait quand l'extrême droite est au gouvernement ? Quand c'est l'extrême droite, quand c'est un membre du gouvernement qui tient des propos d'extrême droite. Bon, j'ai constaté que très souvent, pas toujours, les journalistes essayaient de se démerder pour lui trouver des interlocuteurs qui le contredisent. C'est particulièrement vrai, j'ai souvent vu à la RTBF, notamment, pas seulement, on l'a vu encore dans la séquence ici, pratiquement toute l'opposition a été interrogée également. Le problème étant parfois, ça c'était même avant Franken, de trouver... pour Franken, c'était pas un problème, mais il faut parfois, effectivement, voir des hommes politiques qui osent aller dans l'autre sens. Et qui osent prendre la parole et aller dans les médias pour le faire. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai en tout cas souvent eu le problème. Je reviens sur la question de comment on sélectionne l'info. Bonne question, très bonne question. Parce que j'ai l'impression que les choses ont très très fort évolué. Au début de mon métier, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu un combat de marchand de tapis, si je peux dire. Le journaliste qui était le plus passionné par son sujet, le plus engagé, le plus convaincu que ce dont il allait parler était absolument l'information du jour, que c'était un truc scandaleux ou bien au contraire extraordinaire et qu'il fallait le faire, arrivait à faire passer son message. Et donc, effectivement, l'information souvent était sélectionnée parce qu'il y avait débat dans la rédaction. Et que les journalistes engagés arrivaient à se faire entendre et donc à faire passer leur sujet. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué avec, je veux dire, les difficultés financières et la perte aussi bien du lectorat que la perte d'audience des grands médias, où les médias ont fait du football panique, comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'ils tirent dans tous les sens, qu'ils ne savent pas où ils vont. Et que donc, on essaie de voir, parce qu'on dit la question de l'indépendance, l'arrivée d'Internet a changé quand même les choses. Parce que quand on mettait les articles sur le site, on pouvait voir ce qui était lu ou ce qui n'était pas lu. Contrairement à un journal papier ou contrairement à une émission du JT ou des radios, ça passe, mais on ne sait pas qui écoute et qui regarde vraiment. Avec Internet,
Et avec les sites, on clique, on voit qu'est-ce qu'on a lu. Et c'est là que, grosse désillusion, qu'on se rend compte qu'en fait, les articles les plus centrés sur le politique, sur le social, sur les sujets de type sérieux, ne sont pas lus. Par contre, les articles sur les problèmes de mobilité, est-ce qu'il y a des embouteillages à Bruxelles pour le moment? Est-ce qu'il y a eu des accidents sur l'autoroute? Est-ce qu'on a fait des épandages? C'est pareil. Alors là, on y va. Les articles sportifs, on y va. Voilà. Et ça a quand même assez bien transformé le mode de décision de ce qu'on sélectionne. Quand je suis partie, j'avais l'impression qu'on était vraiment dans une tendance grosse qui était de se copier les uns les autres au niveau des médias. Qu'est-ce qui va faire la une? Qu'est-ce qui va être l'info du jour dans tous les médias? Donc, au soir, à 11h, on se disait de quoi est-ce que la RTBF va parler? La RTBF dit de quoi est-ce que le soir, la Libre Belgique va parler? Et finalement, c'est le même sujet qui tourne en boucle et qu'on retrouve partout. Parce que les médias se surveillent l'un l'autre et qu'ils ont peur de louper l'info. En même temps, ils essayent de se singulariser, de montrer quelque chose que les autres n'ont pas, mais en même temps, c'est devenu terriblement suiviste. Et c'est comme ça qu'on a eu, progressivement, une rédaction qui fonctionnait selon un modèle top-down. La hiérarchie décide et les journalistes suivent. Aujourd'hui, on travaille sur ce sujet-là. Tu as envie de faire autre chose? Tu as une autre info? Non, aujourd'hui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans pratiquement toutes les rédactions. Il paraît, d'après les échos que j'ai là maintenant, que les choses commencent un peu à changer et commencent un peu à bouger et qu'il y a de nouveau un peu plus de paroles possibles pour les journalistes, mais c'est très timide. Merci beaucoup. Il y a eu des questions qui ouvraient aussi, je pense, à la possibilité de réponse de l'un ou l'une d'entre vous. Je ne sais pas si vous avez le souhait de réagir ou d'ajouter quelque chose. Oui? Moi, je veux juste ajouter qu'en parlant de ce sujet-là, moi, personnellement, ça fait 3 ans, j'avais commencé à lutter dans la coordination parce que j'ai jamais participé à une manif quand j'étais chez moi. Mais dès que je suis touché par une question, je commence à m'intéresser, comme on a dit ici, que les gens ils s'intéressent pas à des articles ou quoi, parce que je pense qu'ils sont pas touchés par la question. Dès qu'ils vont être touchés par quelque chose, ils vont creuser, ils vont lire, ils vont chercher l'info. Et moi, ce que j'ai remarqué quand j'étais dans un squat, je commençais à aller à la coordination, mais je commençais à aller aussi dans le squat. J'ai vu plein de trucs qui se passent que j'étais pas habitué, et je commence à prendre la parole aussi. Chose qui m'a donné la visibilité aussi dans le mouvement des sans-papiers, et je commence à recevoir des étudiants qui ont envie de me poser des questions, ou est-ce que tu es intéressé quand on te filme, tu n'as pas de problème? Je dis non. Moi, j'ai fait un choix, c'est de militer à visage couvert, parce que je trouve que je lutte pour mes droits, tout simplement. Et ça fait 3 ans avant, j'ai dit pourquoi je renverse pas le rôle et c'est moi qui va aller vers ces étudiants et leur poser les questions. Du coup, j'ai créé un blog qui s'appelle Migrants Libres sur WordPress et je commence à écrire ce que je fais. En fait, soit écrire, soit faire des vidéos. Et heureusement, j'ai reçu plein d'amis autour de moi qui participent avec moi dans cette petite idée. Je ne l'appelle même pas projet parce que c'est juste une idée que j'avais. Et du coup, quand j'écris beaucoup avec des erreurs et tout. J'ai fait un groupe qui c'est eux qui me corrigent, ou quand je fais des vidéos, c'est eux qui font le montage. Du coup, si moi, juste un simple migrant qui a une situation difficile, qui n'a pas ses papiers, je n'ai pas choisi cette situation, c'est quand je suis arrivé ici que c'est le gouvernement qui m'a imposé cette situation, il m'a collé des étiquettes, et j'ai envie de m'en sortir avec tous les outils que j'ai. Je fais un appel à tous les militants ou tous les gens qui disent qu'ils sont migrants de faire le minimum pour militer avec nous, parce que malheureusement, des fois, quand on fait un appel à une manif ou à un rassemblement, on ne reçoit pas beaucoup de gens. Du coup, pour améliorer notre image médiatiquement, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne mieux placée qui va le faire à part nous, je crois. Et voilà, c'est ça le message que je voulais passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, on a le temps éventuellement pour une dernière question. Je vois justement qu'il y a une main. 2. Ce ne sera pas plus que 2. Voilà. Oui. Oui, donc bonjour. J'ai travaillé 15 ans comme caméraman en news. Donc, je n'ai pas du tout une vision journalistique des choses, puisque j'étais à côté des journalistes. Donc, je vais peut-être un peu écorcher quelques petites choses, mais je pense qu'il y a... pour moi, en tout cas, je parle du journalisme télé. Je ne peux pas parler du journalisme presse écrit du tout, je ne connais pas du tout. Mais en journalisme télé, le news, pour moi, c'est de l'entertainment. Ce n'est pas du tout de l'information.
Le but n'est pas d'informer, le but est de garder le spectateur actif pour la pub. C'est un peu caricatural, je sais, mais il y a de ça. Donc c'est important de savoir ça, de prendre ça en considération. C'est un élément à prendre en considération. D'autre part, il y a un autre phénomène qui est propre à l'humain, c'est on est beaucoup plus réactif plutôt, à ce qui se passe mal qu'à ce qui se passe bien. C'est un archaïsme, une espèce de défense archaïque. Donc c'est beaucoup plus de travail, ça demande beaucoup plus de travail de parler en positif de quelque chose qu'en négatif. Parce que pour garder l'attention du spectateur ou d'un lecteur en écrivant quelque chose de positif, il faut beaucoup plus se creuser les ménages. Et comme on donne de moins en moins de temps aux journalistes, et qui sont de moins en moins spécialisés, donc qui n'ont plus les accès aux informations, c'est d'autant plus difficile pour eux de faire ce travail-là positif. Et alors, oui, alors là, dans le même ordre d'idée, la seule fois où je photographie beaucoup les VSP, enfin les voix des sans-papiers, et les deux seules fois où les médias sont venus vers moi, c'est dans des crises violentes. C'est la seule fois où on est venu me chercher mes photos. Et alors là, elles sont passées en première page d'RTL, JT, ouverture, machin. Mais c'est la seule fois, alors que j'essaie de justement aller vers des choses beaucoup plus positives, mais ça passe pas. Sauf dans certains médias alternatifs. Mais voilà. Merci pour votre témoignage. Et alors, il y avait une dernière question là-bas, oui, je pense. Là, j'ai pas vu une main. Une, très vite alors. Oui. Merci, je m'appelle Égide. Premièrement, je suis assez surpris et étonné quand j'entends des journalistes dire qu'ils ne trouvent pas de personnes à qui s'adresser, de spécialistes, alors qu'il y a énormément d'activistes qui sont actifs dans ces milieux-là. Il y a énormément de personnes, énormément de centres qui existent. Et rien qu'un tour même sur les réseaux sociaux permet de trouver énormément de personnes qui en parlent dans des domaines divers et variés. Il y a des blogs qui existent. Donc, voilà, je suis assez étonné d'entendre la question de « on ne trouve pas l'interlocuteur ». Quand on cherche bien, on trouve toujours des interlocuteurs. Et quand on ne sait pas, rien n'empêche de demander. J'ai eu l'occasion d'aller à RTBF, de parler avec certains journalistes. Et notamment, nous, c'était plus sur la question du Rwanda, parce que c'est là où je suis plus actif. Et ils me disaient, je ne trouve pas d'interlocuteur. Je dis, mais comment vous ne trouvez pas? Vous tapez juste Rwanda sur Facebook ou sur Google et vous trouvez au moins deux personnes qui peuvent vous rediriger vers différents médias. Donc, l'excuse de on ne trouve pas d'interlocuteur, je trouve que c'est l'option de facilité. Deuxièmement, par rapport à la question de la criminalisation et victimisation, je suis partisan et je pense que c'est aussi entendre les différentes discussions qu'il y a eu et différentes interventions, la question de l'autodétermination. Et par rapport à la question du nom, quand on dit finalement on appelle les gens comment, demandons aux gens comment ils veulent être appelés. Et je suis content que vous ayez proposé justement des noms ou des appellations qu'on puisse utiliser, parce que c'est l'enjeu de tout être humain. Tout être humain a le droit de choisir la manière dont il veut être appelé. Et si des gens disent qu'ils sont dérangés par cela, je trouve qu'on n'a aucune raison de dire « oui, mais finalement c'est plus facile parce que d'autres utilisent ». Non, si les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas, et ils ont le droit de le faire, surtout quand on est un média et donc on a une audience quand même. Et c'est là où j'arrive à une question par rapport aux audiences. Est-ce que finalement le travail d'un journaliste se limite-t-il à l'audimat, à capter, à faire de l'argent sur le fait que les gens regardent? Est-ce que le travail d'un journaliste c'est de plaire aux gens ou de faire un vrai travail d'information? Et je pense que c'est une vraie question déontologique qui se pose. C'est une immense question. Il nous reste 5 minutes en tout et pour tout. Voilà. Ça peut être au bar après? Très bien, génial. Il reste 5 minutes. Alors, ce qui vous semble vraiment indispensable à dire là maintenant pour clôturer cette soirée, les uns les autres, et évidemment aussi en lien avec les deux questions qui viennent d'être posées. Mais moi, j'ai bien aimé ce que monsieur il vient de dire, de nous donner peut-être de nous appeler nous-mêmes. Moi, je pense que le mot sans-papier, illégal et tout, il faut peut-être arrêter de nous appeler comme ça, parce qu'on n'est pas du tout. Ça, c'est un truc qui colle sur nous. Et peut-être administrativement, ils nous appellent des gens au séjour irrégulier. Peut-être ça, c'est le moins, pour moi, fort que illégal ou criminel, ou un nom qui nous donne une étiquette qui n'est pas la nôtre, quoi. Et voilà. Merci déjà pour ça, quoi.
Moi, c'est des questions énormes, voilà, auxquelles je vais même pas tenter d'essayer de répondre. Mais je voulais juste, comme on parlait de choses qui sont faites par les premiers concernés, faire un peu de pub, en fait. Je pense que c'est une bonne manière de clôturer tout ça. Le mardi 19 novembre, il y a la projection d'un film qui s'appelle Vos toilettes propres, nos propres papiers, qui ont été réalisés par la Ligue des travailleuses domestiques, voilà, qui est un recommandant, comme son nom l'indique, la Ligue des travailleuses domestiques. Et donc, ça se fera rue Plétings. On trouve l'information facilement sur Facebook ou ailleurs. Mais voilà, ça, c'est encore un autre film qui ont été réalisés par les premières concernées, avec une possibilité de débat après. Et je pense que c'est des initiatives intéressantes qu'il faut soutenir. Et voilà, c'est des moments où on peut entendre la voix de personnes qui l'ont quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, très, très rarement. Et donc, voilà. Merci, super. Oui. Je t'en prie. Et Valériane aussi, oui. Vas-y peut-être. Comme ça, on revient jusqu'à moi et c'est parfait. Oui. Je trouve ça marrant ce que tu as dit, si je peux te tutoyer. Mais en fait, la dénomination sans-papier, elle est apparue en 1996 en France par des sans-papiers. Donc ici, on a un chapitre. Voilà. Donc, je trouve que c'est encore plus intéressant parce que, par exemple, moi, j'aurais tendance à utiliser cette dénomination en me disant « Ah ben, c'est un bon choix que j'ai fait là » et en fait, j'entends que non. Donc, Pour la simple raison que des fois, les gens, ils pensent qu'on n'a pas de papier. Ouais, on avait posé une question comme ça, je pense qu'on était à Mons avec la caravane et on était dans une université et on a posé la question « C'est quoi un sans-papier ?» Les gens, ils ont dit que c'est quelqu'un qui n'a aucune identité, quoi. Mais non. Mais après, moi, j'étais révolté. Je dis non, j'ai mon passeport. Si tu veux, je peux te le montrer. J'ai une carte d'identité marocaine. J'ai une identité. Je suis né quelque part. J'ai une identité. Mais c'est ça, les gens qui confondent peut-être. C'est pour ça, moi, je combats ce mot sans papier. Oui, sans papier ici, mais j'ai des papiers, quoi. Voilà. Et je pense aussi que cette dénomination est appréciée parce que justement, il n'y a pas, on ne fait pas de différence de nationalité, etc. C'est plutôt un statut administratif. Et voilà, mais bon. Oui. Merci. Moi, c'est juste des mots pour nous appeler les personnes sans papier, parce que nous, on dit toujours en sans papier, c'est sans droit. Donc, si on appelle quelqu'un sans papier, les gens, ils ne connaissent pas c'est quoi un sans papier, expliquez-le. Ça, il faut l'expliquer. Moi, je suis un sans papier, j'ai pour expliquer les gens. Moi, je ne veux pas qu'on m'appelle un autre nom, que ce n'est pas moi, et puis ça ne me change pas mon statut. Là, j'y crois, on peut avoir beaucoup de débats comme ça, mais sans papier, on est sans papier. Illégal, c'est leur loi. Et donc là, il faut essayer de sensibiliser, informer ces personnes-là. Pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait ici, quels sont nos droits, qu'est-ce que nous demandons. Et d'autres choses, c'est des chiffres. Et vous avez parlé tantôt des chiffres, donc il faut préciser peut-être, mais vu que la montée d'extrême droite en Europe, en Flandre aussi, tout ça, il y a beaucoup de personnes sans papier, ils ont peur de donner des chiffres. Parce que si on dit quelqu'un qui est contre la migration et tout ça, on dit, ah oui, il y a 200 000 sans papier en Belgique ou 150 000 sans papier en Belgique, il va dire, waouh, c'est pas possible. Et donc, nous, maintenant, nos sans papier, on a peur de donner des chiffres, dire 150 000 sans papier en Belgique. C'est nous, je ne sais pas, à problème, on a peur maintenant de donner des chiffres. Vous voyez, il faut donner des chiffres au gouvernement, il faut donner des chiffres, c'est parce que c'est vous qui vous avez créé ces problématiques de sans-papier. Avant, il n'y avait pas ça, 50 000, et maintenant, vous ne respectez pas les droits de ces personnes-là. Donc, c'est à faute de vous que ces personnes viennent sans-papier en Belgique, ils restent ici. Et donc, il faut les dire au gouvernement, mais la population aussi, on dit la population belge, qu'on est 150 000 ou 200 000, on dit, oh, c'est quand même... C'est pour ça qu'on a peur, donc parfois c'est bien de donner des chiffres précis, mais de l'autre côté, il y a de la peur aussi. Merci. Oui, vas-y, je t'en prie. Juste 30 secondes pour montrer l'importance du factuel et des chiffres. Selon la personne à laquelle on s'adresse, dire qu'il y a 150 000 sans-papiers en Belgique, pour les uns, c'est oh, quelle horreur, il y en a tellement. Et pour d'autres, ils vont dire, mais enfin, c'est rien du tout. On peut pas... Donc voilà, c'est toute une question. Même les chiffres, même des éléments qui peuvent paraître factuels, tout dépend de qui on s'adresse et de ce qu'on a auparavant dans la tête, quoi. Voilà. Merci, ça me semble une belle conclusion. Voilà, il reste à remercier les intervenants, intervenantes de cette belle soirée pour ce débat intéressant. Merci beaucoup.